Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur la pizza. Merci de votre compréhension. Dis donc, Étienne, je me demande, Quoi donc? qu'est-ce qu'on accomplit exactement avec ce podcast ? Qu'est-ce qu'on accomplit? On parle du Rouennais et de celles et ceux qui le font. Non, mais sans déconner. À chaque épisode, on se fait payer à bouffer, on se fait payer à boire, et en échange de quoi ? On dit juste des conneries dans un micro et on balance tout sur Internet. On est quand même des sacrés escrocs, non ? Oh, t'exagères. Viens, je connais quelqu'un qui peut nous inviter. Oh, mais tu vois, ça recommence. On va encore se faire rincer gratos. Franchement, qui on est pour mériter ça ? Des fois, j'ai vraiment l'impression de voler la part des autres. Et bah justement... Allez, le quart de Rouennais. Le quart des Rouennais. Le quart de Rouennais. Le quart de Rouennais. Le podcast qui parle du Rouennais et de celles et ceux qui le font. patron, il faut qu'on vous parle. Vite, le quart de Rouennais. Nous sommes en retard, mais pas beaucoup. Bienvenue dans le quart d'heure Rouennais. Je suis Étienne Clic-Clac Et je suis Simon Tabasco. et on est bien dans le Rouennais. Comment ça va? Mais ça va bien, ça va ? Bah oui, moi ça va. Déjà le 9e épisode ? 9e épisode. Incroyable, on est en train de terminer toute une saison. Peut-être qu'il y en aura 10 d'ici la fin de saison. Je me demande. Ce serait chouette. Après, on a déjà pris rendez-vous la semaine prochaine avec les gens, donc A priori, ça devrait il faut qu'on exister, tienne nos engagements. ça devrait le faire. Ouais. Ah, on va être à 10 épisodes pour une première saison. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, C'est pas mal. On et a là, réussi on à est vous où faire plein de trucs. on fait toujours. Là, on est où ? Eh ben, on est à Saint-Just-la-Pendue. Ok. C'est incroyable. Je connais quelqu'un qui est né ici. On est vraiment à l'autre bout du Rouennais par rapport à d'habitude. Hein. Oui, alors ça c'est intéressant, mais peut-être qu'on en parlera de ce que c'est le Rouennais. Qu'est-ce que c'est le Rouennais ? À moins que tu veuilles qu'on en parle maintenant. Non, je sais pas ce que c'est le Rouennais, moi. Peut-être on va aussi pouvoir laisser la place à l'invité, Peut-être. mais il faudrait le présenter. Eh bien, écoute, présentons-le. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on pose nos chopes dans une échoppe un peu à part des autres. Dans son grand brassin, les potions barbotent, et c'est pile ce qu'il nous faut. À la guerre comme à la guerre, de ces saints jus, on trinque avec un plaisir sans cesse renouvelé. Ici, pas de recettes alambiquées, mais de solides créations qui ne font jamais doublon, et c'est tout ce qu'on demande. On n'est pas bien là ? Chez cet artisan, en tout cas, on se sent bien. Un jour d'hiver comme un sour d'été, et c'est déjà pas malte. C'est bien sûr Thomas de la part des autres. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrés. Salut Thomas, Salut. T'as aimé? Ouais, c'était super. c'est Étienne qui a écrit il est fort. Je me suis fait chier. Bon, bah bonjour Thomas. Salut. Merci de nous recevoir. Bah, avec plaisir. Dans ce si beau lieu. C'est vraiment magnifique. J'étais jamais venu ici. C'est vraiment un lieu incroyable. On sent qu'il y a beaucoup d'amour qui a été mis dans la déco, dans tous les petits détails. Ouais. On se sent un peu comme à la maison. Ouais, c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Ouais, on a fait beaucoup de travaux pendant les confinements. Et beaucoup de récupération, beaucoup de travail avec tout ce qu'il y avait déjà dans le lieu pour essayer de donner une âme un peu, voilà, comme à la maison, comme tu dis, c'est très bien. Alors, parle-nous de ce lieu, parce que je crois savoir qu'à la base, c'est pas une maison. Non. Qu'est-ce que c'est à la base ? Si, à l'étage, c'est une maison. Ouais. C'est une maison comment on appelle ça? Une maison de direction, le directeur des usines. Parce que c'est, en fait, l'ensemble du bâtiment est une ancienne usine textile. Donc, tissage de la soie, qui était en activité jusqu'au début des années 2000. Et la soie qui était faite au Vietnam, c'est une usine, c'est une grosse entreprise qui existe encore aujourd'hui, mais qui est en Isère, qui avait abandonné ses locaux et on les a rachetés juste avant les confinements, juste avant le Covid. Ok. Donc voilà, c'était abandonné, c'était en pas très bon état. Et la partie bar-resto, du coup, était la partie bureau de l'usine. Du coup, c'était, alors je sais pas comment on appelait ça à l'époque, les contremaîtres ou je sais pas, mais qui étaient là au bureau et qui surveillaient avec les vitres qu'il y a derrière vous, qui surveillaient en fait la production. Ah ouais, d'accord. Et c'est ce que tu fais aussi aujourd'hui, tu surveilles la Exactement, production. au bar, du bar. Le bar. On boit un coup au bar et on voit ce qui se passe en production. Non, aujourd'hui, on a gardé l'esprit des verrières, etc. pour que la partie brasserie soit visible du bar-resto. Mais c'est tout. Parce qu'après, au final, c'est quand même deux activités assez séparées. La brasserie est un travail de jour, le bar plus de soir. Enfin, même si on est ouvert les midis, la partie resto. C'est surtout là où on voit la brasserie en route, en fait, parce que les soirs, c'est assez rare. Mais on a gardé une équipe qui peut travailler au bar, qui peut être un petit peu à la brasserie, on se donne des coups de main. On est vraiment une équipe soudée, mais sans faire les contremaîtres et les brasseurs en bas. Trop bien. Quand vous dites que vous êtes une équipe, vous êtes combien ? On est 10 aujourd'hui. Ah la vache. Ah ouais. Ouais. On est 10, après répartis évidemment entre la cuisine, le service, la brasserie. Et depuis récemment une commerciale
Ok. Ce qu'on n'avait jamais fait à l'époque avant. Mais du coup, on avait besoin d'une personne qui était un peu sur la route et qui s'occupait un petit peu des clients extérieurs. Et une personne qui fait aussi l'administratif, au sens large du terme. Oui, bah, de la paperasse, quoi. Ouais. Les papiers, c'est important. Ouais. Carrément. Ouais. Bon, on va en parler, mais t'imaginais ça quand t'as ouvert ça il y a 7 ans? Non, pas du tout. Non, pas une seconde. Pas une seconde, et c'est arrivé assez vite, en plus. Enfin, alors, assez vite. Tout est relatif, hein, parce qu'on n'est pas une entreprise qui avait vocation à grandir ou vocation à croître spécialement. C'est vraiment la recherche d'un lieu qui nous a amenés ici et qui nous a fait, en fait, avoir cet essor, en particulier sur la partie bar-resto, parce que on est parti d'un tout petit bar à Machézal avec une vingtaine de places, une petite terrasse sur le bord de la route. D'ailleurs, ça avait été un super départ. On était super bien accueillis par la ville de Machézal et les gens, je pense, étaient contents. Et en fait, d'avoir cherché un local pour la partie brasserie uniquement au départ, nous a amenés ici et vu le lieu, en fait, on a été, on va dire, obligé d'ouvrir un bar-resto sur place. Ce qui n'était pas le projet initialement. Et quand on voit, aujourd'hui, là, ça va être le 4e été. Quand on voit aujourd'hui, on est ravis de l'avoir fait, quoi. Ouais. C'est sûr. Je pense que les gens sont ravis. Je pense que les gens sont contents. Alors, la plupart des gens sont contents, on sait jamais exactement. Mais oui, je pense que les gens sont contents. Oui, écoute, le ratio d'étoiles sur Google, il est plutôt bon. Faut retenir le ratio, pas les petits énervés. D'ailleurs, parce qu'on mange bien chez vous, vu qu'on a dit bar-resto. Attention, il est en train de faire une transition. Attention, c'est une cascade réalisée par des professionnels. Ne faites N'essayez pas ça chez vous. Et comme on est des petits gourmands dans le podcast, on essaie de se faire rincer gratos Oui. pour mettre en avant des producteurs locaux. Alors ça, c'est le... Oui, c'est pas que pour nos bidons. Oui, non, voilà. Que les gens se rappellent que c'est pas que une arnaque. Non, pas que. Et donc, du coup, là, on va avoir un peu moins de temps mort parce que tu nous as déjà servi des bières. Et c'est trop bien. Tu as amené autre chose. Tu as préparé un petit plateau. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. J'ai amené un petit plateau de charcuterie fromage. Tout ce qui est plus simple. Avec que des produits locaux. Parce que c'est la vocation aussi qu'on a ici de travailler au maximum de produits locaux. Donc c'est sûr que c'est jamais 100%, on le sait. Sur l'huile, etc. On a toujours un petit peu de mal. Mais sur tout ce qui est fromage, charcuterie, viande et les légumes et les fruits. Donc là, à la planche, ça sera... je vais sûrement vous dire un peu des conneries parce que c'est pas moi qui fais l'approvisionnement de... On vérifie pas nos sources. Oui, nous on mange. Ça, c'est c'était tout. avant, quand j'étais journaliste. Maintenant, j'ai arrêté ça. Non, mais là, qu'est-ce qu'on a? On a une saucisson et viande séchée de Délices Fermier à Saint-Symphorien. On a du fromage de Saint-Cyr-de-Valorges. On a du chorizo de Saint-Jules-la-Pendu, de Dupuis, qui est franchement installé là, qui est en train de refaire son labo de transformation et tout pour faire de la vente directe. On a de la terrine du Pré de Paul à Saint-Germain-Laval. Je sais pas si c'est encore le Rouennais ou pas Saint-Germain-Laval. Techniquement, si. On peut en parler, mais oui, c'est. Non, mais ok, ouvrons cette parenthèse. Non, parce que alors le Pré de Paul, c'est un nouveau fournisseur, enfin un nouveau depuis quelques mois, mais qui sont lancés, ces deux jeunes qui sont éleveurs bouchers et qui font des produits incroyables. Éleveur et boucher. Ouais. Ok. Et du coup, ils font aussi de l'achat et de la boucherie de viande, mais ils ont des produits incroyables. Donc nous, c'est ce qu'on prend uniquement, enfin on prend que chez eux pour tout ce qui est pièces du boucher, tout ce qui est bœuf, viande rouge à cuire. Et voilà. Je trouve que ça vaut le coup de les mettre en avant parce que c'est deux jeunes Mais carrément. qui valent carrément le coup, sans dénigrer tout le reste. Bien sûr. Non, C'est juste qu'on bien peut pas sûr. parler de tout le monde, voilà. Mais donc, du coup, le Rouennais, parlons-en. Ça va de où à où le Rouennais en fait? En fait, ça dépend de quel échelon tu parles. Parce que si il y a la zone urbaine de Roanne, qui est l'ancienne agglo, qui était donc Roanne, Mably, Villeray, Le Coteau. Oui. Ensuite, ça s'est étendu à Rouennais agglomération. Mais en fait, ça, c'est que un truc administratif. Après, t'as le Rouennais au sens de l'arrondissement de Roanne. Ça, c'est un truc politique. Les députés de la 5e circonscription, c'est tout l'arrondissement de Roanne. Et ça va jusqu'à Charlieu, Balbini, Saint-Germain-Laval, jusqu'à Noiretable quasiment. C'est un lien avec la Coplère. Et la Coplère est dedans, ouais. La Coplère est dans le oui, bien Rouennais. Et dans le Rouennais, mais pas tout le Rouennais. En fait, est dans le Rouennais au sens circonscription, tu vois, genre base statistique. Quand l'INSEE fait des stats sur le Rouennais, ça intègre la Coplère,
Valdex Isable, le Pays de Charlieu et Rouennais Aglo. Ok. Et après, il y a le Rouennais qui serait le bassin de vie, donc vraiment tout ce qui converge vers Roanne. Et là, tu rajouterais Amplepuis, Tizicourt, et dans le sud de la Bourgogne, Marcigny, Chauffaille. Et ça, ce serait le Rouennais au sens naturel. D'accord. Le vrai Rouennais. Oui. Bah, merci Étienne. Oui, voilà, ça faisait longtemps que je voulais en parler. Professeur. Non, mais depuis qu'on avait Rouennais. lancé ce podcast, je voulais parler de ça, et voilà, c'est Bah, écoute, fait, tu veux c'est qu'on fasse l'occasion. un hors-série spécial pour ça? Non, mais voilà, tu vois, on est à Saint-Just-la-Pendue, et c'est pas à côté de Roanne, on est dans un autre communauté de communes, on est à la Coplère, et c'est quand même le Rouennais au sens. Ouais, moi où, je suis tout content est- qu'on aille dans un autre coin. Oui, c'est bien, il faut. Bah ouais, Il faudra qu'on aille du côté de Charlieu aussi, après carrément. Saint-Martin d'Estro. Et donc, pour goûter ces charcuteries qui ont l'air merveilleuses, tu nous as servi une bière hyper intrigante, puisque c'est une milkshake IPA à l'abricot. Moi, elle m'a intrigué. Hein. Tout à fait. C'est notre bière du moment. Donc, on a toute notre gamme de bières et on fait toujours des bières éphémères. Là, c'est notre dernière. Milkshake IPA, ouais. C'est un style qu'on fait très rarement. Et en fait, on s'y est essayé parce qu'on a fait une collaboration avec une autre brasserie. Une brasserie L'Étincelle dans l'Ain. C'est une brasserie qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années. On a commencé à peu près à la même époque. On s'entend bien. C'est la raison principale, je crois, des collaborations qu'on fait. C'est la meilleure des raisons. Ouais. Non, mais des fois, ça peut être parce qu'on se rend compte qu'on a une bière qu'on veut faire ensemble ou quoi. Mais là, non. C'est la 4e collaboration ou 5e qu'on fait ensemble. À chaque fois, ça a été, on fait une fois chez eux, une fois chez nous. Mmh. Et là, on a fait celle-là chez nous. Du coup, voilà, on s'est essayé à ce style. Milkshake, bah, vous voyez la couleur déjà. C'est un mélange Oui, comme on disait tout à l'heure, elle est un petit peu trouble Elle est- d'aspect. très trouble Elle est même. carrément. Voilà. Elle est laiteuse. Ouais. Et ouais, elle est laiteuse, mais même au goût, on ressent ce côté un petit peu laiteux. C'est onctueux en fait. C'est onctueux, c'est sucré. Mm. C'est entre le smoothie, le milkshake et la bière. Ouais, non, c'est un mélange étonnant. C'est vraiment très bon. Mais t'as quand même ton houblon qui vient. Il y a beaucoup de houblon, c'est une Et c'est ça, IPA, voilà, ça reste une IPA. Ouais. Et c'était ça qui était un petit peu difficile. Fallait trouver l'équilibre entre ce côté sucré, ce côté houblonné, ce côté fruit, parce qu'on a mis 10% d'abricots. Donc on a pris de la purée d'abricots des Monts du Lyonnais, comme on disait tout à l'heure. Purée d'abricots, donc ça amène beaucoup de sucre. On sait pas forcément ce qui va fermenter exactement. On a mis du lactose pour le côté, donc c'est que le sucre du lait, il y a pas de lait. Pour ce côté sucré qui fermente pas, parce que le lactose fermente pas dans la bière. Donc ça fait le sucre résiduel. Et voilà, et après on a mis pas mal de houblon pour le côté IPA. Et après, comme c'était la première fois qu'on le faisait, on a fait un gros dry hopping, un petit peu en fonction de la fermentation, de ce que ça donnait. Donc, Pour les gens qui connaissent pas tous les termes, le dry hopping. Dry hopping, c'est rajouter du houblon, pas pendant le brassage, mais à la fermentation ou après la fermentation. Ok. donc c'est une étape hyper risquée, et tu me coupes si je me trompe, puisque tu peux contaminer ton brassin si tu prends pas les bonnes précautions au moment du dry hop. Oui et non. Alors oui, parce que évidemment à chaque fois qu'on rajoute quelque chose De l'extérieur. de l'extérieur, c'est un risque, c'est un risque de bactéries. Après, c'est toujours moins risqué quand même quand il y a déjà de l'alcool. Ok. Dans un premier temps, le plus gros risque, souvent, c'est l'oxydation. Parce qu'en fait, la cuve est sous pression, la bière est sous pression, et là, on ajoute un corps extérieur. Donc là, dans ce cas-là, le houblon, qui va, en fait, qui amène un risque d'amener de l'oxygène dans le produit, et il y aura plus rien pour le détériorer. Ce que fait la fermentation à la base, détériore l'oxygène. Du coup, là, il y aura plus rien, et voilà, on prend ce risque-là, c'est sûr. Mais après, les bières dry hoppées, c'est quand même beaucoup de bières, c'est les IPA en général, c'est les NEIPA qui sont très à la mode. On le fait souvent, on a eu un peu des, comment dire, des déboires avec ça, mais enfin surtout une fois. Mais sinon, non, on sait faire maintenant. Puis il existe des méthodes aussi pour éviter ça. Il y a des ajouts qu'on met, enfin du matériel qu'on met sur une cuve sous pression pour rajouter le houblon sans rajouter l'oxygène, enfin en évitant l'oxygène. Il y a des choses comme ça. Et oui, c'est toujours un risque, mais en même temps, c'est obligatoire. Bah, Enfin, sinon, c'est pas rigolo. Mais voilà, faut pas que ce soit trop facile. non, Sinon, tu fais des bières industrielles. Et Sinon, calibrées. voilà, on fait des bières blondes, filtrées, et point. Mais Non. après, il y a des risques de contamination à tous les niveaux. Mm. Je pense pas que le dry hopping, personnellement, je pense pas que ce soit le plus gros risque de contamination. Ok. Le houblon en lui-même est bactériostatique, donc c'est pas lui qui va amener vraiment
Et puis après, on comme tout, de toute façon, dans la bière en général, on désaffecte tout le temps. Ouais, mais tu vois, le dry hopping, ça m'aurait fait flipper. Moi, j'ai beaucoup plus peur de l'oxydation et du gazage, enfin du surgazage, parce que en fait, il y a le houblon amène aussi de la de la biotransformation, donc c'est-à-dire que peut relancer une petite partie de fermentation. Donc, si c'est mal contrôlé, peut après remousser en bouteille, etc. Mais aussi et surtout, comme on travaille sous pression, nous, des fois, ça nous est arrivé une fois, par exemple, de mettre le houblon. Et en fait, c'est comme un mentos dans le coca. Le houblon fait réagir le CO2 qui sort qui sort du produit, qui sort de la bière, et qui sort par le haut de la cuve. Ouais, quand c'est une bouteille qui gush comme ça, voilà, ça va. Quand c'est une cuve, faut imaginer, c'est dangereux. Il faut imaginer vraiment du mentos, un mentos du coca. Et ça nous l'a fait une fois sur une cuve. Et c'était une cuve de 2000 litres. On a mis le houblon, ça a commencé à fuir. On a essayé de boucher, évidemment, trop de pression, on n'a pas pu. Et on a perdu 900 litres. Oh la vache. Ils sont sortis par un énorme geyser au-dessus de la cuve. Wow. Au tout début, quand on testait un peu à froid, à chaud, à quel moment le mettre et tout. C'est les risques du métier. Ouais. c'est ça. C'est de la chimie. Ouais. Mais en parlant de chimie, moi j'ai envie de goûter les charcuteries. C'est pas du tout une transition. C'est que Il y a des fois que t'essayes et puis ça marche pas. Ouais, voilà. Sans rapport aucun, moi je voulais poser une question et tout de suite percer un abcès quand tu dis le brassin, aucun rapport avec le chanteur. Georges Brassens? Ouais. Non. D'accord, ok. Non, c'était pour savoir. Mais maintenant je sais, je me poserai plus la question. C'est bien parce que j'ai vraiment cru que t'allais poser une question pertinente. Ah non mais écoute, tu m'as eu 10 ans d'acteur studio. Moi, je me suis fait avoir. Ouais, non, je me suis fait eu. Eh ouais. C'est très très bon ce qu'on mange. Moi aussi j'en mangeais. Et ce qu'on boit est délicieux également. Alors, tu vois, là c'est le moment où fatalement on va manger dans le micro. Ouais, il y a des blancs. Donc, c'est pas grave. il y a des blancs où il y a des bruits de mastication. Et du coup, ça me permet de faire un dernier truc avant qu'on passe à la Finis ce que t'as dans la bouche. Non, j'ai envie de parler en main. Par rapport au post Instagram que j'ai fait, où je disais que tu étais le meilleur brasseur du Rouennais, je sais que c'était une exagération bien volontaire parce que les réseaux sociaux ne souffrent d'aucune nuance. Oui. Mais je dois bien avouer, on a de plus en plus de microbrasseries et de brasseries artisanales dans le Rouennais. Et que, en vrai, j'ai un lien particulier à ton travail, tu vois, à la part des autres, parce qu'on a fait le premier concert de K-Carol là-bas. Ouais. Non, mais voilà, tu vois, il y a des trucs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi plein de brasseurs hyper talentueux et Oui. faut saluer tout le monde, quoi, parce que Tout à fait. Comme Claude. Claude Brasseur, c'est vraiment le meilleur d'entre nous. T'as un lien un peu, je vais dire émotionnel, c'est pas le cas, mais parce que tu nous connais depuis un peu le début, que t'es, voilà, les concerts avec OK Carole, etc. Mais moi j'ai trouvé ça très drôle, hein, ton post, et c'était aussi une manière de le repartager, d'une manière sans dire repartager quelqu'un qui dit le meilleur brasseur de la Loire, c'était un peu présomptueux aussi, quoi. J'ai dit trouvais Rouennais, ça- hein. Oui. Attention, parce que- Qu'est-ce que j'ai dit de la Loire. Oh le gars. C'est hyper présomptueux, là. Non, mais voilà, c'était une manière aussi rigolote de dire que ton post était sympa et que cette bière, en plus, on aime bien la mettre en avant parce que c'est une nouvelle bière. Et que, voilà, c'était rigolo de dire que c'était subjectif. Et... Oui, c'est très Ouais, c'était- subjectif. Mais Oui. bon, t'as la rousse fumée, en fait. De base, moi, ça écrase tout. Ça écrase la concurrence. Non, mais ça sert ce à que rien de faire des milkshakes IPA. C'est ça. Non, mais on en reparlera justement on va parler de ça, de création, de comment on vient à faire des recettes et notamment dans un marché qui a beau être, il y a une mode, il y a beaucoup de bières artisanales, il y a Brune qui s'est lancée à Rouen, qui met en avant les bières craft. Mais malgré tout, il y a quand même une grande majorité des gens pour qui la bière c'est blonde, brune, ambrée, sans savoir que des fois Pils, Lager, ça veut pas du tout dire la même chose. Et du coup, de trouver sa place avec des créas qui peuvent être un peu radicales, comme la rousse fumée qui est quand même hyper étonnante, ou des choses, ou des sours, ou des choses que d'autres vont faire, tu vois. Je trouve c'est cool. Enfin, est-ce qu'il y a toujours de la place là-dessus, mais Après, je te coupe, enfin, juste sur un petit truc, Pils et Lager, c'est quand même assez proche. Oh le gars il connaît rien. Non, mais Étienne, d'accord. franchement tu me fais honte. C'est plutôt Lager et Ale que deux blondes peuvent être complètement différentes. Pils et Lager, on est assez, enfin, c'est juste, bon, Bien sûr. préciser, Non, mais pardon. Sans Il vouloir faut- te traiter de con, hein. non, mais c'est Non, normal mais- de réaffirmer Absolument. Je le dis point beaucoup de. trop de conneries. Mais bien sûr, et je vais en Ouais. dire plein, hein. Avec beaucoup d'aplomb. Surtout Thomas, n'hésite pas à le couper. Hein. Ta gueule, Simon.
Non, moi, je me suis coupé tout seul. Je voulais dire une blague sur Ambry Agassi, puis après, je me suis dit non. André Agassi. Ah, waouh. Du coup, on va faire une rubrique qui s'appelle le Wiki grec, parce que tu as peut-être remarqué que dans le rouennais, on aime bien mettre des Y partout. On y dit. Ah on y oui, fait. ah oui, oui. Eh ouais. Oui. Je savais pas que c'était le Rouennais, ça, particulièrement, mais C'est pas particulièrement le rouennais. je croyais que c'était la Savoie à la base, mais Oui, ça traverse jusqu'à Ouais, ok. Clermont sur une Il y a espèce des- de transversale. Il y a des gens qui parlent mal partout. Hein. Oui, oui. Mais dans le rouennais, on l'a bien adopté. ouais. Oui, c'est bien ancré. Hein. C'est bien ancré, on y a acheté, on y a fait. Et du coup, on va te poser des questions sur le rouennais avec des grès. Oh putain, T'inquiète, ça va pas se passer. Normalement. je suis prêt. Première question. Avant d'arriver à Saint-Just-la-Pendue, la part des autres était installée, on le disait tout à l'heure, à Machézal, un petit village à la frontière avec le Rhône. Non loin du bourg, le long de la D64, on peut voir un buste de Napoléon. Pourquoi ils y ont installé ça? Le bus de Napoléon? Ouais. Tu sais ça? Oui, j'y sais. Alors, c'est ce qu'on nous a dit, on l'a appris en arrivant à Machézal, hein, que c'était la route Napoléon, en fait, la Nationale 7, et que il est passé par là, il y serait passé, on dit comme ça? Bah là, C'est- c'est c'est français. Ah ouais, voilà. ah, merde. Ah, mais du coup, après, ça fout le doute. J'essaie de réfléchir en disant les i, mais en fait, Eh ouais. Ah non, tu te sens pas obligé de répondre avec des C'est Y. dur de faire esprit en plus. c'est hyper dur. Ouais, ouais. Donc il est passé là pour je sais plus pourquoi, et il se serait arrêté manger une omelette, je crois, qu'une dame de Machézal lui aurait faite, ou non, on lui aurait vendu des œufs, un truc comme ça. Et du coup, c'est la route Napoléon. C'est l'histoire de. Il est bon, il est bon. C'est pas mal. Hein. On dit c'est une réponse juste. Hein. C'est une réponse juste. ouais, ouais. Franchement, C'est une réponse après. Quoi juste, qu'incomplète, mais juste. alors incomplète, hein, il manque Après, l'année, il manque combien d'œufs, Ah oui, voilà. non, ouais. Mais, Mais c'est, ouais, c'est pas mal. Il manque la Il faut, punchline. il faut demander à Gaspard. Ça, Gaspard est au courant C'est vrai. du détail, je pense. Bah écoute, on va essayer Gaspard, de c'est la caution historique. Ouais. Bon, alors je vais lire la réponse que Étienne a rédigée, qui est beaucoup plus détaillée. Et sûrement tout est juste, hein. Tout a été vérifié, 100%, pas de problème. Celui-là, j'ai un peu vérifié. Ah, dis donc. Ouais, Au bout de 9 épisodes, le gars, il commence à faire ses devoirs. un peu. C'est super. Moi Juste non, un moi je peu. lis ce que tu as écrit. Hein, Bien c'est, sûr. Donc c'est grâce à la seule personnalité liée à la commune selon Wikipédia, une autre personnalité de la commune étant la femme d'Étienne, Sophie Vallier. Donc Sophie Vallier, c'était la fille du maître de poste du relais du Pain-Bouchin. Elle a croisé la route de l'empereur à 2 reprises, donc l'empereur Napoléon. Une première fois en 1914, alors qu'il faisait une halte là, elle lui a servi des œufs, visiblement chers au goût du Corse, qui, après s'être étonné du prix, a demandé s'ils étaient si rares pour justifier leur coût. Et Sophie, de rétorquer, de manière cinglante, « Ce ne sont pas les œufs qui sont rares, sire, mais ce sont les empereurs. » Mais pour le coup, elle avait pas tort. Plus tard, à la fin de son règne, alors qu'il se rendait à Lyon, Napoléon, pris sous la neige, il a confié les rênes de ses chevaux à la malécasalienne. Putain, Ouais, ça réussi, ah ouais, t'as non, réussi, non. c'est bien. Ouais, ouais, il a confié les rênes de ses chevaux à la malécasalienne pour guider la descente jusqu'à Tarare. Le buste commémore ces 2 passages. Voilà. C'est ça. T'avais à C'est peu ça, près mais tout, hein, vraiment, c'est... Je vois Gaspard raconter cette histoire en plus mot pour mot. C'est vrai. Mais c'est parfait. Bon, bah, on est ravis. Deuxième question, là, qui va porter sur la bière. Puisque, alors, encore une fois, Wikipédia à fond. Hein. Mais donc, les premières traces de bière de l'humanité connues à ce jour remonteraient à 13 000 ans, Mmh. avec d'abord des céréales sauvages, puis à partir de 7 000 avant Jésus-Christ avec des céréales cultivées. Dans le Rouennais, la brasserie artisanale toujours en activité, la plus ancienne serait, si je ne m'abuse, celle du Sornin, à Pouilly-sous-Charlieu. Quand est-ce qu'ils y ont créé? Début 90, 92, 13, je dirais comme ça, mais je dirais début 90. Ou fin 89 peut-être, mais je Bah, pense pas. décide-toi, s'il te plaît. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus tard. Donc parce qu'avant de brasser, la famille Patet avait fondé une société de distribution de boissons Ah en oui, 82, et ils fabriquent de la bière depuis 1998. oui. Ok. Donc c'est pas 13 000 ans d'histoire, mais c'est pas mal déjà. Ah Non, ouais, c'est ouais, pas- c'est un peu les pionniers, enfin c'est les pionniers dans la Loire, en tout cas. Bah je pense, ouais. Inspiré des Belges, très Ok. inspiré des Belges. Je crois qu'ils ont été formés, ou alors formés, je sais pas dans quelles conditions, hein, mais travailler avec des Belges pour monter la brasserie. Ok. De connaissances, hein, je veux pas dire de bêtises, mais donc c'était très inspiré des bières belges, et c'était ouais les pionniers dans la Loire, c'est sûr. Et c'est eux qui font leur propre levure. En tout cas, un temps, ils m'avaient montré un labo où ils faisaient des levures. Peut-être. Mais je sais pas s'ils le font Peut-être. toujours.
C'est possible. C'est peut-être une galère quand même. Ouais. Oui, c'est compliqué. Après, est-ce que il y a plusieurs modes? Enfin, il y a plusieurs modes de production. Il y a faire ses levures et élever ses levures. Enfin, acheter des souches de levure qu'on élève pour les faire multiplier et après brasser avec. Donc, il y a 2 possibilités. C'est sûr que faire ses propres levures, c'est rare. Travailler avec des levures sauvages, c'est autre chose. Ouais. Mais après, élever des levures, ça se fait beaucoup quand même. Okay. Bah, du coup, j'ai pas le détail exactement. Mais ça m'étonne pas parce qu'ils sont très techniques, ils sont très pointus. Ils font de la refermentation en bouteille depuis 25 ans d'une manière très propre et très technique. Enfin ouais, c'est des bières, voilà, c'est des bières très typées, enfin typées dans un style. Mais je pense qu'ils sont ils sont aussi reconnus pour ça, quoi. Ils sont reconnus pour cette technicité, je pense, et ce pointillisme, si on peut dire. Oh, le pointillisme dans la bière. Vous avez 2 heures. C'est ça. Et ils font aussi donc du cola et de la limonade. Tout à fait. Avec qui on travaille, du coup. Parce que c'est nos voisins, dans un sens, pas très loin. On vend cola et limonade de chez eux au bar. Et quand on fait des événements extérieurs où on nous demande du soft, ça arrive que ce soit avec eux. Et c'est assez récent, je crois, mais je pense que ça s'est bien développé. Ouais. Et ouais. Il est bon leur cola, j'en ai de bons souvenirs. Ouais. Ben il est très simple d'accès. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a la germanoise qui s'est mis à en faire. Son cola doré. Cola doré, ouais, beaucoup plus récemment, qui est très caramel. Ouais, carrément. Et qui du coup avec les Niguet, je crois. Oui. Donc c'est vraiment poussé sur le caramel volontairement. Oui. Mais nous on en a déjà goûté et c'est des choses qui plaisent moins en particulier aux enfants. Oui, donc, parce que peut-être trop caramel, très caramel et moins sucré facile. Et du coup nous pour le côté bar resto, on a préféré celui du Sornin qui est plus sucré, plus cola. Voilà. Bon bah on fera une bataille de cola locaux. Non, c'est pas. Faudrait qu'on fasse une dégustation à l'aveugle. Oui, voilà, dégustation à l'aveugle, c'est ça. Ouais, bah c'est intéressant, mais celui de Saint-Germain-Laval est très bon et c'est vrai qu'il est très très caramel, quoi. Ah ouais, à fond. Ouais. Et je l'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime bien les deux. Je suis pas chiant. C'est vrai, t'es pas chiant. Là, je suis pas chiant. J'ai décidé de pas l'être. Écoute, tu es super. Question suivante, Simon. Depuis 2020, vous êtes installé dans l'ancienne passementerie, donc une fabrique de fil, voilà, de la soie on en disait, Sfat et Combier de Saint-Just-la-Pendu. Mais pourquoi ils y ont baptisé comme ça ce village? Sfat et Combier? Non, non, on posera la question après. Mais Saint-Just-la-Pendu. Pour l'instant, Saint-Just-la-Pendu. Pourquoi Saint-Just-la-Pendu? Alors, ça aussi, il y a des légendes. Il y a des légendes. Je pense que c'est beaucoup de légendes sur une femme adultère qui aurait été pendue, mais qui en fait n'est pas morte, donc en fait était pas adultère, en gros, pour résumer. Une femme qui devait de l'argent, je crois, aussi, qui avait des dettes et qui du coup était bannie mais est revenue parce qu'elle avait pas de dette ou un truc comme ça. Et apparemment, ça viendrait plutôt du nom d'un saint. Ok, voilà. C'est encore plus complexe. Moi, j'avais que la légende de la femme adultère. On va t'engager sur les wiki grecs parce que c'est très bien. J'avais que la légende de la femme adultère. Ouais, bah c'est super, voilà, la réponse est parfaite. Elle est parfaite. Qu'est-ce qu'on a de détails de plus? Elle on peut dire quand même, mais bon. Non, mais voilà, c'est de la tradition orale. Hein, de toute façon, c'est voilà. Mais voilà, il y a une femme qui a été pendue pour cause d'adultère et pendant 4 jours, elle est restée pendue et au bout de 4 jours, elle est tombée. Elle est encore vivante, ce qui était la preuve de son innocence apparemment. Tu nous as tout dit. Le lieu attribué au supplice, un bois, porte aussi le nom de la pendue. Il y aurait un bois qui s'appelle la pendue. C'est possible. Voilà. Ah, tu savais pas ça? Non. Ah, on t'apprend des choses finalement. Écoute, on ira visiter. T'as bien fait de venir. Puis, la dernière question de ce wiki grec. On en a parlé du coup de la collab avec le domaine des palais. Oui. Pale. Pale Ale, ouais. Ouais, vous l'avez appelé, ouais, alors Pale Ale, c'est le nom un petit peu du style et de la bière du coup, parce qu'ils l'ont appelé Pale avec leur logo, enfin sur leur logo. Et c'est une Pale Ale. Enfin, quitte à répéter le mot, mais c'est vraiment une Pale Ale, une bière blonde, un petit peu agrume, un petit peu aromatique, avec une toute petite amertume pour quand même rappeler qu'il y a du houblon. Et c'était clairement une commande. C'était un souhait de leur part d'avoir ce type de bière. Donc ils sont venus à la brasserie, on a regardé ensemble un petit peu nos bières, ils ont goûté ce qu'ils aimaient pas, on a regardé un petit peu nos houblons, ils ont senti, ils ont
avec leur nez d'œnologue et de vigneron, voilà, senti un petit peu ce qu'ils voulaient comme arôme. Et on s'est arrêté sur un houblon particulier pour avoir la prédominance. Ils voulaient ça. Donc après, nous, on a fait une recette en fonction pour avoir ça qui prédominait. Voilà, c'était il y a 3 mois maintenant, je crois. 2 ou 3 mois. On a fait un brassin test, donc tout en bouteille. Et ils nous en recommandé un qu'on a livré la semaine dernière. Ok. Et donc on la trouve chez eux. On la trouve chez eux, on la trouve chez des revendeurs parce qu'ils le revendent après directement. Nous, en fait, on la produit et c'est uniquement eux qui la vendent. Nous, on la vend pas. Ok. On l'a pas. Bon. Juste une petite question en passant, parce que je sais pas en fait. Tu dis œnologue, mais pour la bière, on dit quoi? On dit zytologue. Ok. Voilà. Ok, super, merci. Voilà, parfait. Mais du coup, Non, on dit zytologue, mais zytologue, c'est un peu l'œnologue de la bière, mais c'est en même temps un peu le sommelier de la bière. C'est un petit peu un métier en création. D'accord. Donc, pour revenir au domaine des palais. Tu le dis si on t'emmerde. Non, je veux faire ma question. On discute, ça va. L'activité viticole là-bas remonte à 1850 et s'est arrêtée en 1956. Quand est-ce que Yann Palais y a relancé? j'en ai aucune idée, mais au vu de son âge, je dirais en 1940. Non, je plaisante. Waouh. Non, je dirais en 1985. Eh bien non, c'est en l'an 2000 que le descendant des propriétaires du domaine a décidé de relancer l'activité. Il l'a converti en bio en 2007. Ok. Ça a été un des premiers dans le Rouennais à faire la conversion. Maintenant, il travaille donc avec ses 2 fils, François et Jean-Baptiste, c'est ça? C'est ça. Et voilà, du coup, ça me permettait de rebondir sur le bio parce que c'est un truc qui te parle. On aime bien, on aime bien. Hein? On aime bien. Après, on n'a jamais été labellisé bio par flemme, j'ai envie de dire. Okay. Tout simplement. On utilise majoritairement des produits bio, mais pas que. Ça dépend de ce qu'on trouve. Ça dépend. On préfère prendre un houblon d'Isère pas bio qu'un houblon bio de Nouvelle-Zélande. Des choses comme ça. Donc pendant longtemps, il y avait des dérogations à faire pour les houblons et compagnie. Donc on s'est jamais embêté avec ça. Et là, on a fait du coup le label bio. On est labellisé bio maintenant. On l'a fait officialiser pour la bière des Palais. Okay. Mais ça a été une formalité puisque le label est venu, a regardé, a dit ok, bon bah c'est quasiment comme le reste, sauf que les bières où vous utilisez des choses non bio, ben vous les mettez pas bio, puis celle-là c'est bon. Ouais. Voilà. Après nous, voilà, on travaille comme ça. C'est exactement la même démarche au resto. On va pas prioriser le bio à tout prix. On va prioriser le local, et si on a des gens à côté qui travaillent bien, alors après c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'ils nous disent, mais on les croit. Donc s'ils travaillent bien sans le label, nous ça nous va très bien. Ils sont à côté, il n'y a pas de produits chimiques plus que nécessaire, ou en tout cas pas du tout, espérons. Donc voilà, on travaille comme ça depuis le début. On n'a jamais eu énormément de demandes bio. Alors on a toujours des personnes qui nous disent c'est pas bio, ça nous intéresse pas. Voilà, c'est notre démarche. Après il y a des gens qui la discutent, c'est pas grave. Oui, si t'es à l'aise avec la façon de faire, c'est le plus important, je pense. Voilà. C'est très bien. Oui. T'es content de la réponse? Oui, je suis content de la réponse. Okay. Pourquoi je l'ai dit de manière agressive? Après, je sais pas. Je comprends tout à fait que, par exemple, le domaine Palais, qui est labellisé bio, qui a une image bio tout prix, ne peut pas vendre une bière pas bio en expliquant ce qu'on explique. Nous, on fait ça depuis le début, c'est différent. Et c'est pour ça que ça nous a posé aucun problème de le faire, parce qu'il n'y a aucune contrainte à être labellisé bio. Super, merci de ces explications. On va passer à la partie qui parle du retard. Parce que dans le Rouennais, bon, la spécialité locale, l'une des spécialités locales, bon, il y a le Y, mais il y a aussi le retard, ce qu'on appelle communément le quart d'heure rouennais. C'est vraiment le retard de ou même d'impolitesse parfois. C'est vraiment de dire, on s'en fout, tu verras bien quand j'arriverai. Voilà, on avait dit tout à l'heure, j'arrive quand j'arrive. C'est tout. Étienne connaît ça très très bien. Je le pratique. Vous étiez à l'heure? Il pratique assidûment. On avait 5 minutes de retard, ce qui, pour moi, c'était nickel. C'était en avance. Je suis sûr que Simon était un peu stressé. Non, j'étais pas stressé, mais c'est juste que ça me saoule les gens qui sont en retard. C'est tout. C'est voilà.
Je comprends, c'est un truc qui m'énerve aussi beaucoup. Ouais, voilà. Donc voilà, nous, on t'avait demandé si tu avais une anecdote à nous raconter à propos d'un retard qui t'a marqué ou que tu aurais subi. Des retards. Il y a, alors, j'avoue que j'avais pas trop d'idées. Donc j'ai demandé à Gaspard, qui est mon associé depuis le début, avec qui on a tout le temps, enfin, bossé ensemble depuis le début. Il m'a donné 2-3 idées, mais c'est toujours des trucs soit qui font passer les gens pour des cons, soit nous pour des cons. Donc tu choisis. Donc on a dit on va pas faire passer les gens pour des cons. Ce qui nous a marqué un petit peu, c'était à Machézal au tout départ. Quand on a ouvert le bar, on était un samedi, on a fait la fête des classes, ou je sais plus ce qu'on faisait comme fête. Et en fait, on a été un peu pris dans le truc du village. On a fait la fête avec tout le monde et on s'est jamais réveillé le dimanche pour ouvrir le bar. Ah merde. Et c'est un truc auquel on donnait vachement d'importance, dans le sens où on voyait que les commerces de ville de campagne fermaient quand il y avait personne. Et du coup, les gens pensent que c'est ouvert, arrivent et trouvent porte close alors qu'ils ont fait 20 minutes de route. Donc nous, on s'est toujours mis un point d'honneur à respecter nos horaires. Ouais. Et là, on n'a pas du tout réussi. On n'a pas ouvert. Et en fait, c'est les clients, les habitués du dimanche matin qui ont ouvert, enfin, qui ont tapé à la porte, qui nous ont appelé sur nos portables et tout pour nous réveiller. Et qu'on vienne, parce qu'on faisait le journal et tout ça, et qu'on vienne leur ouvrir, leur offrir le café, enfin, leur payer le café. Enfin, c'est eux qui payaient, mais leur faire mais du c'est café. comme si, voilà. Oui. Non, leur faire du café et le journal, etc. L'habitude du dimanche matin dans le village, quoi. Les Vraiment, petits rituels. on avait cassé le rituel et on s'était jamais levé. Bravo. Ouais. Ça, c'est des choses qui arrivent, je pense, quand on tient un bar et qu'on est un peu plus jeune, parce que c'était il y a 7 ans, donc on était un peu plus jeune. On faisait la fête. Maintenant, on a arrêté. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, non, c'est un des retards qui nous a un peu marqué. Mais ça va, les gens étaient gentils, ils vous ont levé. Ouais. Ils Non, s'étaient pas puis énervés. ils rigolaient. Puis ils avaient fait la fête la veille aussi, ils avaient compris. Non, parce que le dimanche matin, c'était pas les gens du samedi soir. Ah ouais. Mais c'est facile de faire la fête alors si tu te lèves pas le lendemain. C'était les gens, ouais, voilà, c'était plutôt les retraités qui prenaient le journal et le café. Ouais. Donc, qui eux C'était les étaient prêts à lève-tôt. 8h du matin. Évidemment, ils sont prêts tellement tôt. Après, si vous trouvez que cette anecdote est nulle, vous me le dites, hein. Alors nous on n'est pas dans le jugement déjà. Non. Jamais, c'est pas le genre de la maison. C'est pas vrai, je peux pas te laisser dire ça. Ah non mais Non, on juge un peu des fois. non, mais là, on moque mais on juge On pas. moque. Ouais, non, Ouais. mais non, elle est bien, elle est mignonne. Bah ouais, non, elle est très bien. Ça raconte Ok. les débuts en plus, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est. Quand même. Oui, c'est mignon. On Ça va dire nous c'est avait mignon. touché. Et du coup, on passe à la dernière rubrique avant d'aborder vraiment une petite discussion plus, plus charnue. C'est le X ou Y. Charnu. Charnu, je tente Ok. des trucs. Le X ou Y, c'est un plagiat de Combini, hein, évidemment, du Fast and On les Furious, embrasse. où on a des questions, où tu réponds rapidement. C'est entre X et Y. Du coup, la première question, c'est... On jugera pas, on a dit. On jugera pas. Non, on juge pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? La première question c'est en retard ou en avance? En avance. Tu vois, je juge pas. Il faut répondre très court comme ça ou il faut Alors, expliquer? si tu as envie de développer, tu peux développer aussi. Hein. Non, bah, mais très court, c'est bien. Ouais, non, mais ok. ok. Alors, celle-là, tu l'interprètes comme tu veux. Rouen ou Rouennais? Juan. Ah ouais? Ah, du tac au tac. Hein. Oh, wow, Ah non, parce que, ouais. Rouennais, ça dépend. C'est les gens de Rouen ou le C'est ça. territoire? Comment tu comprends la question? parce que je trouve que Rouen, c'est Rouen. C'est une ville. Et je vois pas du tout Rouennais, les gens autour. Pardon pour les Rouennais. Non, mais il y a pas de souci. Pas de problème. On juge pas. De toute façon, Non. celle-là, elle est libre d'interprétation. Ah oui, complètement. Ça, c'est Mm. houblon ou salse pareil. Salse pareil. Ouais. Je sais pas ce que c'est. T'as jamais je lu te- les Schtroumpfs? Celle-ci, je l'ai clairement écrite pour que tu nous fasses ce grand schtroumpf, Étienne. Ah bah non. Ah bon. Ah, ça c'est clair. Moi, j'adore. La salse pareil indigène, c'est l'autre nom du houblon. Ok. Voilà. T'as trouvé ça où? Sur Wikipédia. Toujours Bah oui. les meilleurs soins. Bah, salse pareil. Voilà. Ok. Très bien. Bah du coup, tu plutôt houblon, j'imagine. Ouais, plutôt, ouais. Burger ou pizza? Pizza, burger, on peut pas choisir. C'est impossible. On fait les deux ici, on peut pas. Mais on tu peut manges pas les choisir. deux, des fois. Si, moi je mange les deux. En même temps, alors, sur Ouais. un même soir. C'est terrible. Non. Mais pourquoi pas? Non, jamais pas en même temps, mais non, c'est impossible de choisir. Mais je dirais quand même pizza. Parce que, C'est on un peut choix. pas choisir, mais Je peux pas choisir, mais pizza. ouais, pizza. Ok. C'est un bon choix.
Il n'y a pas de mauvais choix, je crois. Il y a pas de mauvais choix. Et là, encore une fois, il y a pas de mauvais choix. Brasser des blondes ou embrasser des brunes? Brasser des blondes. Ok. Et embrasser des brunes. Non, une brune. Ouais. Ah ouais, mais non. Alors, il faut que tu choisisses. Hein, Brasser Thomas. des blondes, brasser des blondes. Brasser des blondes. Ok. Et la dernière, c'est vraiment, vraiment une blague. Ils sont vraiment pas obligés de répondre. Mais Daniel Balavoine ou Gilbert Secoularge? Ben, Daniel. Ben oui, parce Daniel, que si tu nous écoutes. il est chanteur. Voilà. Bref. Ah, la dernière, c'est toujours du pointu. Hein. Attention. C'est, Celle-là, ouais, elle est toujours un peu petite. Voilà. Puis voilà, bah maintenant qu'on a déjà quand même bien entamé la discussion, on va pouvoir discuter. En te posant des questions sur ton parcours, sur toi, sur ton rapport au territoire dans lequel tu t'es installé. Avec cette première question qui sera posée de manière très agressive. Tu viens d'où? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Putain, je sais pas, mais je sais pas. Non, on parle à partir d'où? Tu peux commencer à ta naissance si tu veux ou avant. Avant. Alors, mon grand-père. Non. Oh. Mais, la naissance, bah, je viens d'Isère. Un petit village d'Isère. Au bord du Rhône. Frontière Isère-Ardèche. J'ai passé l'adolescence à Saint-Étienne. Après, les études à Saint-Étienne, Lyon. Un petit peu à Montpellier. Un petit peu au Canada. Après, j'ai travaillé. J'ai fait un peu un parcours classique, école, travail. Reviens au Canada, parce que je crois que c'est un peu le moment charnière au Canada. Ouais. En fait, j'ai fait des études en socio-anthropologie de l'animal. Donc, sociologie avec appliqué aux animaux. J'ai fait un master dans l'anthropologie animale. Donc, je suis parti au Burkina Faso étudier les ânes qui travaillaient, qui transportaient le bois, etc. Je voulais un petit peu faire ça, de la recherche et tout sur le travail animal. Et en fait, fin de master, les possibilités de travail étaient quand même très compliquées, etc. C'était, voilà. On me proposait des post-doctorats, des pré-doctorats, des stages, des machins. C'était très précaire. Et en fait, au Canada, j'avais découvert ce monde de la brasserie, des brewpubs, et surtout des brewpubs. Et je m'étais dit, un jour, je ferai un lieu comme ça, qui lie brasserie et bar. Et donc, après mon master, je suis parti travailler dans des brasseries. Parce que j'avais déjà fait de la restauration. J'avais déjà bossé dans des bars, des restos. Mais jamais dans la brasserie. Donc, j'ai bossé 4 ans dans des brasseries de différents niveaux, enfin, différentes tailles. Des moyennes, une assez grosse à Paris, enfin, à Saint-Denis. On était 5 brasseurs, on faisait les 2-8, on produisait beaucoup. Et après, j'ai fait le lancement d'une petite brasserie à Clermont. Et après, du coup, j'ai fait Clermont puis Paris, pardon. Et après, du coup, j'ai décidé de lancer ma brasserie, qui est là par les autres. Après cette expérience-là, pour pas commencer à bricoler 50 litres, 100 litres et faire petit à petit. Donc, je suis devenu brasseur comme ça, en fait, vraiment professionnellement. Mais ça explique pas comment tu t'es retrouvé à Machézal. Non, c'est vrai. 400 âmes. C'est vrai. En fait, comme j'étais originaire de Saint-Étienne, les dernières années, on va dire, de Saint-Étienne et que toute ma famille était là, je voulais revenir dans la région. Puis je m'associais avec Gaspard, qui était à Saint-Étienne, à cette époque-là. Et en fait, on cherchait, c'était pas très précis notre recherche, un coin à la campagne, accessible, en fait, pour vendre de la bière à Saint-Étienne, Lyon, Clermont, enfin voilà, c'était un peu le triangle. On a trouvé le local. La mairie de Machézal nous a super bien accueillis et du coup on a dit on s'installe là, il y avait de la place et voilà. On voulait faire vraiment un bar brasserie tout petit. C'est ce qu'on a fait. On a commencé comme ça et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Machézal. On connaissait pas du tout le village. Ouais, ni le village ni le coin en fait Non, autour. non. Tout le Rouennais en général. Non, pas du tout. Pas du tout. On s'est installé à Amplepuis et on a ouvert à Machézal. Ok. Ouais. C'était un peu du hasard. Après, voilà, on voulait s'installer à la campagne et pas spécialement, on n'avait pas de lieu de prédilection. Et c'est une campagne qui vous a plu tout de suite? Ouais. Ouais, après, je pense que Machézal y est pour beaucoup. En tout cas, les gens de Machézal, parce qu'on a eu un super accueil. Et du coup, on s'est tout de suite senti bien là-bas. Pour ça, je pense beaucoup. Et après, après la vie autour, je n'en ferai pas des éloges incroyables, mais on s'y plaît bien, quoi. Ouais. J'ai rien à dire de particulier, c'est une campagne assez classique, mais bien.
enfin moi c'est ce qui me va. C'est pas un truc qui attire spécialement, je pense, le Rouennais. Enfin, il y a peut-être 2-3 points. Enfin, vous savez sûrement mieux que moi. Ah non. Il y a des choses, D'un point de vue touristique, d'un point de vue attrait, quoi. Ben, c'est ce qu'on essaye d'explorer à travers le podcast, tu vois. C'est aussi ça. Non, mais après, moi, je trouve que l'attrait, c'est le quotidien, en fait. C'est la vie au quotidien, sur place. Des choses qui se passent. Enfin, moi, je vois, bon, c'est plus Machézal, malheureusement. Mais, parce qu'on a essayé de grandir un petit peu à Machézal. C'était impossible parce qu'il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de possibilités. Donc, c'est un jeu à pendu. Mais je vois que ce qui se passe ici, c'est sympa. Il y a quand même une dynamique, il y a des commerces qui ouvrent, il y a la maison Humé, je sais pas si vous avez entendu parler, dans le village, qui a monté, en fait, c'est une salle de, comment on appelle ça? Ils invitent les artistes, là, des résidences. Une résidence. Ils font des résidences, lui, il est prof d'aïkido, donc il y a des cours d'aïkido. Ok. Il y a tout, ils font des spectacles, ils font plein de choses. Il y a un magasin de cupcakes, il y a les trésors du rucher, Ouais. dans le bâtiment Knou, qui font du miel. Enfin, c'est assez actif, quoi. Ah, c'est vachement Il se bien. passe plein de choses. Donc ça, c'est pour moi, c'est ça l'attrait principal, en fait. C'est la vie qui a Bah ouais. ici. Mais c'est ça qu'on défend. Tout à nous. fait d'accord. En vrai, c'est pas forcément que ce soit tape à l'œil, tu vois. Au contraire. Oui, C'est non, que la mais- vie elle soit cool et qu'il y ait des gens qui continuent de faire des choses et des choses nouvelles. Toi, quand t'as commencé, donc il y a 7 ans, Ouais. vous allez fêter les 7 ans là le 6 juillet Ouais. Ici. Mais quand t'as ouvert il y a 7 ans, il y avait combien de brasseurs dans le Rouennais? Moi, je me souviens, il y avait le Sornin, il y avait la Germanoise était déjà installée. Oui. Oui, Mais Germanoise, depuis oui. pas si longtemps. Si, quand même, hein, Germanoise, ils avaient 3-4 ans D'ancienneté, ouais. ouais. Je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais. Il y avait les brasseries de la Madeleine en Bierle, qui faisaient Ouais. aussi, des petites quantités. Et il y avait Ludo Il y avait déjà. Xas, ouais. Ouais. Mais c'est tout. Eh ben, je crois, là, si je dis une bêtise, j'ai l'air con, hein. Bah, le nom de à l'époque, c'est si je te demande aujourd'hui, il y en a combien? Là, t'es censé Oh là le là, savoir. oui, non, mais aujourd'hui, je suis sûr d'en oublier. Oui, du coup. mais pas de tous les citer. Mais, mais à l'époque, ouais, on était quand même moins nombreux, mais après, on est nombreux à avoir ouvert au même moment. Ok. 2017, 2018, 2019, c'est vraiment les 3 ans, donc il y en a quelques mois après, je saurais pas dire s'ils sont avant, après nous, Oui, ok. ça a été quand même la grosse période d'ouverture. Et je me souviens d'un article de journal dans lequel tu disais que non. C'était dans quel journal, Étienne? Chut, tais-toi. Moi, c'est la citation qui m'intéresse. Où tu disais que tu pensais que c'était le bon moment pour ouvrir une brasserie et que dans 10 ans, ce serait peut-être plus le cas. Là, on est 7 ans plus tard. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui voudrait se lancer, ça commence à être un peu bouché ou c'est toujours... Ça dépend un peu de ce qu'on fait. Si c'est sûr que je pense que c'est plus compliqué maintenant qu'il y a 10 ans, dans le sens où il y avait ça, c'était quand même le gros de la mode il y a 3-4 ans, 5 ans, et que du coup ceux qui ont ouvert avant, c'est bien. Là, c'est vrai qu'on est on est nombreux. C'est une période hyper difficile pour les brasseurs. Je pense que c'est un peu de notoriété publique. Donc je pense qu'ouvrir maintenant, c'est compliqué. En tout cas, c'est possible, mais pas dans les mêmes conditions qu'il y a 10 ans. Enfin, je pense que maintenant, ouvrir une brasserie de 100 litres dans son garage, essayer de faire avec, puis de grossir tout doucement, ça marche plus, quoi. J'ai l'impression, hein, je parle comme ça, je dis comme si j'étais... Mais Non, mais c'est ton ressenti et ça nous intéresse. ouais, voilà, c'est un ressenti. J'ai l'impression qu'il faut être... Il y en a beaucoup aussi qui ont ouvert des très très grosses brasseries. En surfant sur l'image de la brasserie artisanale. En surfant parce que du coup, ils commencent tout de suite énormes, avec énormément de moyens, beaucoup de marketing. C'est quand même les trucs des plus grosses entreprises. Mais c'est aussi... c'est juste une autre gamme, hein. Enfin, c'est une autre entreprise. Mais du coup, ouais, au milieu de tout ça, en plus, le consommateur est un peu perdu entre Cronenbourg qui lance une gamme locale et régionale, le petit brasseur qui monte ses prix parce que les matières premières ont tellement augmenté qu'il a pas le choix, et le moyenne gamme, voilà, c'est compliqué, quoi. Et pour s'y retrouver, je pense que et consommateur et brasseur, c'est assez compliqué. Nous, je sais que l'année dernière, c'était une année très compliquée comme pour tout le monde. On se relève doucement. On a de la chance aussi d'avoir le bar resto, qui est
qui est une grosse activité aussi. Enfin, c'est à peu près 50-50, mais c'est très important pour nous. Si on était que brasserie, on n'aurait pas... du coup, en fait, si on regarde que la brasserie, on est une petite brasserie. Et du coup, on aurait les mêmes difficultés si on n'avait pas les à côté. Et ça, c'est sûr que ouvrir maintenant une brasserie, moi, je le ferais pas. Enfin, c'est pas que je le ferais pas, parce que j'aurais envie de le faire, mais je le ferais différemment. Ouais, ok. En tout cas, tu sens que ce serait moins facile que ça l'a été. Ouais. Mm. Moins facile, mais après, c'est assez bizarre parce que quand on a ouvert à Machézal, personne connaissait la bière artisanale, quoi. Enfin, c'était... donc j'ai envie de dire, maintenant, ce serait peut-être un peu plus connu et du coup peut-être un peu plus facile. Parce que les gens seraient déjà un peu plus curieux de... Mais où est-ce qu'ils se diraient encore une nouvelle bière artisanale? Ouais, voilà, peut-être qu'il y aurait plus de concurrence à l'époque. Ouais. Après, à Machézal, t'étais le seul à leur proposer de la bière aux gens du coin. Peu importe que ce soit la tienne ou une autre, Oui, ils étaient oui, contents tout à d'avoir fait. de la bière Tout à chez fait. eux, quoi. Tout à fait, ils étaient contents d'avoir un bar, mais c'est pour si on avait ouvert un bar à bière artisanale juste à côté d'un bar classique, peut-être que ça aurait pas du tout marché. Ouais. Mais les gens étaient curieux, sont venus. Je pense que beaucoup ont adhéré et ça a fait aussi cette émulsion, on va dire, parce que pour un bar de village, ça marchait quand même bien. Enfin, pour un tout petit bar dans un tout petit village, ça marchait quand même bien et du coup, des gens venaient des fois un peu loin et par curiosité. Donc ça a aussi fait le charme, quoi. C'est sûr. Et du coup, je reviens à ma question de tout à l'heure, plus ou moins, mais sur la place de la créa aujourd'hui sur le marché de la bière artisanale, il y a toujours de la place pour des propositions comme ça. Toi, tu sens que la rousse fumée... Bah, la rousse fumée, elle est presque has-been maintenant. Ben, limite. Oui, une bière fumée, bon, il y en a 150, il y en a des meilleures, il y en a des... Donc, non, has-been, c'est une façon de parler, mais il y a de la place pour les bières spéciales, c'est sûr. Après, c'est toujours pareil, il y a des brasseries qui sont spécialisées dans les bières particulières. Il y a des brasseries qui sont spécialisées dans les bières classiques. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Est-ce qu'on a envie d'aller un peu partout ou pas? C'est des choix à prendre. Vous vous situez où, vous? Ah, ça, ça c'est dur à dire. Nous, notre but premier, c'est de faire de la bière classique, on va dire, mais bien faite, enfin bien nickel, abordable. C'est aussi, enfin, ça c'est un gros combat. Enfin, je veux dire, on a grossi aussi la taille de la brasserie pour rester abordable, parce que en restant trop petit avec les hausses de tout, on n'a pas envie de sortir un demi à 4 €, quoi, sur place. Donc on se bat pour qu'il soit à moins de 3 €. Mais voilà, après il faut faire des bières spéciales aussi parce qu'on s'amuse en faisant des bières spéciales. Et après il faut faire attention de pas faire des bières pour surfer sur la mode, je pense, parce que sinon on va partout tout le temps et on s'arrête jamais. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui font ça mieux que nous. Donc on fait des bières éphémères, on fait des bières qui nous amusent, on fait des bières spéciales, mais on va jamais dans l'extrême non plus. Et du coup, vous avez combien de bières différentes ici alors? On en a 11 dans notre gamme classique, et après on a toujours une 12e éphémère. Ok. Donc éphémère, c'est-à-dire qu'il reste à peu près combien de temps? Ça dépend des bières, ça dépend des volumes qu'on fait, mais qui va rester entre 2 et 4 mois, okay, en général. Ouais. Après, ça dépend un petit peu du succès aussi, parce que si on fait une bière très particulière, on va dire qui déplaît à 80% des gens, parce que ça existe. Oui, tu vas essayer de pas la faire longtemps. On va essayer de faire un pas très gros volume, ouais, et on va avoir du mal à la vendre. En gros, pour résumer, si on fait une bière facile d'accès et facile à boire et qui est un peu dans la mouvance, on va la vendre très facilement. La Milkshake IPA, on pensait l'avoir surtout au bar, et en fait ça a cartonné parce que en fait Milkshake IPA, abricot, c'est le printemps, c'est une bière dans l'air du temps, quoi. Neipa, tout ça, ouais, des bières qui se vendent très bien, qui se vendent très facilement, et faire une Gradzer fumée, je dis n'importe quoi, des bières comme ça, ça va être plus compliqué. On a fait des gauzes qu'on a gardé longtemps, quoi. Des bières salées, etc. C'est pas toujours. Et aussi parce qu'on n'a pas la clientèle spécialement. Nous, on vend beaucoup des bars qui cherchent une bière classique. Et du coup, quand on leur propose une gauze, ils vont nous dire non. Alors qu'il y a des brasseries qui sont spécialisées dans les bières spéciales, qui vont aller dans des bars à bières spéciales et qui vont vendre ces bières-là, qui sont vraiment dans ce créneau-là. On a fait une collab il y a pas très longtemps avec Udo, un brasseur à Tarare,
Vous connaissez pas? Non. Non, mais Étienne connaît bien Tarare. Je Et vais faire aucune remarque sur Tarare, il a ouvert ça. un super lieu où il fait des after-work et tout. Enfin, bon. Et Peut-être il se passe des trucs bien à Tarare maintenant, tu vois. On dit, on critique pas les gens. non, non, mais ce qu'il fait, Non, je veux dire, les lieux, oui, les gens. non. pas ni lui ni sa bière. Mais il a un lieu où il fait des choses sympas en plus de la brasserie. Et on a fait une collab et en fait lui sa spécialité maintenant c'est les bières barriquées. Donc il fait beaucoup d'élevage en barrique et des assemblages et c'est un créneau par exemple ça. Enfin moi si je fais une bière barriquée demain, je sais pas trop où la vendre quoi. Lui il a sa clientèle. C'est voilà chacun son truc. Et c'est important je pense vu qu'on est nombreux maintenant aussi de se spécialiser. Parce que toi, du coup, c'est qui ta clientèle? C'est Encore une question à la con. ouais non bah c'est assez large mais c'est beaucoup de caves, beaucoup de bars, beaucoup de restos, un petit peu d'hôtels. On a quelques hôtels à Lyon, dont l'hôtel Fourvière qui est c'est un peu la classe. Ah, classe. C'est pas mal. On a des salles de spectacle. On fait une bière pour le Fil à Saint-Étienne, la bière du Fil. Donc c'est un beau partenariat avec eux. Ils ont la bière blonde du Fil, c'est notre bière. Enfin c'est leur bière du coup mais faite par nous. Ouais. Et dans ces cas-là, du coup, c'est des commandes en fait. C'est c'est un petit peu comme avec les palais. On a décidé d'une recette ensemble de ce qu'ils voulaient comme goût et on a fait la bière. Ouais. Et du coup pour la saison c'était cette bière là. Là c'est en discussion pour voir si en septembre déjà si on reprend et si on reprend une nouvelle recette ou. Il faut qu'on fasse faire une bière à façon du quart d'heure rouennais. Ah ouais. C'est ça qu'il faut faire. Avec de la praline, on peut mettre de la praline. On peut mettre de la putain. praline, je pense, ouais. Ça serait ouf. De la praline de chez Pralu. Oui, parce que Maison Pralu, on vous aime. on vous aime, Maison Pralu. Et voilà, on va faire la recette, t'inquiète. Tout va très bien se passer. Par contre on fait 2000 litres. Ouais, On les les- passera. Voilà. On les passera. C'est pas un souci. Ouais, je vais peut-être brasser dans ma cuisine finalement. Non c'est pas vrai, on peut faire plus petit en plus. On fait minimum 1000 litres. Ouais. Mais Ça fait 1000 du monde, litres, ouais. après non, mais quand c'est des projets qui nous plaisent, on peut faire 1000 litres et si les gens ont pas soit pas les moyens, soit pas la vente en face ou quoi, on fait moitié-moitié sur les brassins, nous on en vend une partie, on fait une collaboration avec nos deux noms. On est en train de voir pour faire avec du pain, d'une boulangerie à Montbrison là. Ok. Donc voilà, eux ils veulent vendre dans leur boulangerie mais ils ont pas le débit pour vendre 1000 litres. Ah oui. Ouais. Donc on va faire moitié-moitié, nous on va garder un peu de pression, faire quelques bouteilles aussi. Et ça permet de faire des projets sympas sans bloquer à la quantité quoi. Mais du coup, il y en a beaucoup qui sont des projets justement de brassins à façon, enfin pour d'autres. Non, pas tant. Ok. Non, il y a eu les palais, il y a le Fil et on fait de la bière depuis maintenant 3-4 ans pour un bar à Lyon. C'est des jeunes d'ici aussi, des Rouennais, enfin un Rouennais, un Lyonnais, qui ont ouvert un bar-resto à Lyon. Ok. Ça s'appelle Totem et Tempo, qui est super bien. Et on leur fait une bière depuis 3 ans. Mais sinon, voilà, on en a pas beaucoup, mais 4 ou 5. Et après, sur commande, on fait des bières. Enfin, c'est plus de l'étiquetage que de la bière à façon. Ok. Et du coup, vous êtes 3 brasseurs. Ouais. Et qui décide des recettes? Vous faites quand vous L'apprenti, voulez tester- toujours. Non, en général, on en parle ensemble. Il y a pas de décideur. Ouais. Il y a pas de décideur. On en parle ensemble de ce qu'on veut faire et puis quand on a un désaccord, c'est à courte paille. Non, non, il y a rarement des désaccords en fait parce qu'on brasse en plus. Enfin, avec Alexis, on brasse depuis 5 ans ensemble, donc on sait bien ce qu'on cherche, ce qu'on veut et il y a pas trop de. Il y a rarement de désaccord en fait. Quand on veut quelque chose, on sait ce qu'on veut et du coup, on sait comment on va y arriver. On est à peu près d'accord. C'est sur des détails. Et comment ça se passe pour élaborer une recette? Est-ce que vous posez sur le papier, vous dites, bah tiens, on pourrait mélanger ça et ça, et vous faites des tests à petite échelle d'abord, ou comment ça se passe? Il y a 2 techniques. Soit poser sur papier, faire les calculs, le truc bien posé. Soit on sait ce qu'on veut comme céréales à la base, on lance le brassin et après on réfléchit. D'accord.
Oui, Ça ça peut se faire à l'instinct aussi. Ça peut se faire. Alors, c'est pas à l'instinct, en fait, on dit ça, mais ça fait une semaine qu'on y réfléchit, on a juste rien écrit. Ouais. Mais ça nous arrive en fait, si on veut quelque chose de très précis, il faut qu'on réfléchisse à l'avance de exactement ce qu'on veut faire. Et si on veut pas quelque chose de très précis, ça, c'est aussi ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plus à l'instinct. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai brassé une nouvelle bière, c'est une session IPA au seigle. D'accord. Donc j'ai mis mes céréales et j'ai mis du seigle, puisque c'est une bière au seigle. Oui. Et en fait, après, j'ai choisi les houblons pendant que je brassais. Et du coup, comme c'est une bière éphémère, je sais ce que je voulais, mais j'ai pas d'obligation, j'ai aucune contrainte. Donc, Oui, t'as pas trop de pression. voilà, je fais en fonction, ça fermente, et puis après, je fais un dry hopping en fonction, en plus de comment ça a fermenté. C'est la liberté absolue et c'est cool. C'est ce que tu préfères faire, de faire des petites expérimentations comme ça ou... Non. J'aime bien, mais de là à dire qu'est-ce que je préfère, j'aime bien aussi le côté technique et un peu chiant de la reproduction, enfin de la reproductabilité plutôt. Ouais. De reproduire la même chose et de maîtriser tout le brassin, tout le process exactement pour refaire exactement la même chose, je trouve ça hyper cool aussi. Et je mettrai pas d'échelle entre ce que je préfère ou pas. J'aime bien les deux côtés. Ok. Il y a juste embouteillé qui est chiant. Pourquoi? Parce que c'est de la chaîne et c'est pas très intéressant, quoi. Ouais. On met des bouteilles, on prend des cartons. Il n'y a pas une satisfaction à avoir un produit fini, je sais pas. Si, au début, la première fois. Ouais. La première heure. Puis après, c'est chiant. Ouais, après, c'est mettre en pas. Si, la satisfaction, c'est quand c'est fini, de se dire, on a ça en stock, on n'a pas besoin de rembouteiller avant la semaine prochaine. Mais c'est tout. C'est vraiment le côté, moi, que j'aime pas embouteiller. Ok. Même nettoyer les cuves, ça, tu préfères à l'embouteillage? Ouais. Oui. Oui, parce que nettoyer les cuves, c'est marrant, on en parlait avec Adeline, la chef Christo, qui me disait, il y a beaucoup de ménage et tout, quoi qu'on fasse, il y a du ménage, et parce qu'elle me voyait la brasserie, et on comparait cuisine et brasserie, et on dit, bah oui, c'est 50, voire 80% du travail, c'est du ménage, quoi. Et je disais, moi, ça me dérange pas trop, je suis habitué, puis de toute façon, enfin, on peut pas laisser sale, donc, enfin, de voir aussi la brasserie propre à la fin de la journée, c'est hyper agréable. Et moi, je trouve que c'est pas vraiment des contraintes, tous ces trucs, tous ces à côté, quoi. Ça fait partie du travail. Ça fait longtemps que je le fais en plus, donc j'y réfléchis même plus trop. Mais laver les cuves, non. C'est bien de l'avoir brillé à la fin, toute propre. Tu sais qu'elle est désinfectée, tu sais que ça craint rien. Tu mets ta bière tranquille dedans sans te dire, oh merde, je l'ai peut-être mal lavé. Non, ça fait partie du travail. Ok. Et là, du coup, la brasserie, elle a augmenté en taille, en surface et en équipement, j'imagine, par rapport au début. Ouais. Et toi, comment ça a changé les méthodes de brassage, d'avoir du matériel différent par rapport à tes débuts? Peut-être t'as toujours brassé sur du matériel professionnel, en fait. Non. Alors, j'ai déjà fait des petits brassins de 20 litres sur des petits trucs, dans des casseroles c'était plus pour m'amuser à côté. Mais quand je travaillais dans des brasseries, c'était des fois semi-professionnel quand même. C'était des fois un peu limite, mais en fait, ça marchait bien quand même. Et oui, ça change carrément ça change toute la journée de travail. Après, sur le brassage en soi, ben, j'arrive même pas à savoir si ça change vraiment. C'est juste l'échelle qui change. C'est l'échelle, c'est les ajustements de recettes, c'est le travail physique. C'est parce que là on fait 2000 litres, donc 20 hectolitres par brassin, donc c'est entre 300 et 500 kilos de céréales à chaque fois. J'ai bossé dans une brasserie où on faisait ça à la main, empâter, donc mélanger dans l'eau les céréales à la main, ça va encore, mais à la suite à la pelle, rentrer dans la cuve, enlever tout ça et tout. Quand on le fait une fois par semaine, ça va. Quand on le fait 4 fois par semaine, c'est un peu fatigant, quoi. Donc, ça, c'est sûr que là, maintenant, on a des bras qui mélangent et c'est hyper confortable. Après, sur les process de brassage, c'est plus sur la partie matérielle purement technique qu'il y a des choses à voir. Mais sur la partie brassage, non. Pas tant de différence. Pas tant. Après, ça nous permet d'avoir des meilleures extractions. Je sais pas si ça vous parle. Non. C'est quoi l'extraction, monsieur? En fait, quand on brasse, donc on part de l'orge, on transforme l'amidon en sucre fermentescible, et donc on extrait
un sucre potentiellement fermentescible de l'amidon. C'est ça le travail du brasseur sur les céréales. Et avec une brasserie manuelle et compagnie, on va avoir beaucoup moins d'extraction de l'amidon qu'avec des températures plus contrôlées, un meilleur mélange, etc., un meilleur concassage, tout ce qui est technique un peu. On va arriver à une meilleure extraction et donc un produit plus stable, plus stable. Ça peut être très stable sans ça, hein, je sais pas. Mais on a une meilleure rentabilité, j'aime pas trop ce terme, mais en gros, avec la même quantité de céréales, on va avoir plus de produits finis au même degré d'alcool. Et du coup, on a des bières qui peuvent être, en fonction de ce qu'on veut, on peut avoir des bières qui sont plus légères, encore, surtout. On va avoir des bières moins troubles, moins chargées, parce qu'en fait, on met moins de céréales pour avoir le même produit fini. Alors que les autres ont plus de protéines, ont plus de, etc. Quand on a une brasserie avec moins d'extraction, forcément, on a un peu plus d'aléas, on va dire. Il y a des aléas toujours. Mais ouais, tu bosses sur du vivant aussi. Enfin, oui, voilà, c'est la beauté du truc aussi. Tout à fait. Sur du vivant et puis sur du matériel qui peut casser, quoi. Ou qui peut avoir un problème, tout ça, c'est sûr. Et le vivant, ouais, bien sûr, le vivant. Ça change. Surtout quand on fait des sours ou des trucs comme ça, on met des bactéries sélectionnées. Là, c'est encore un peu plus, parce qu'en général, les levures de bière sont assez sélectionnées, ça marche toujours à peu près pareil. Mais, sur les bactéries, c'est un peu plus compliqué. Et puis là, alors, c'est pas de la propagation de levure, mais on fait de l'élevage de levure, entre guillemets. C'est pas de l'élevage, on fait juste de la récupération qu'on entretient et qu'on remet dans les brassins suivants. Et du coup, là, il y a toute une histoire de comptage de levure, de savoir c'est les levures mortes, les levures vivantes, etc., pour voir comment on réensemence les brassins suivants, etc. Ça, c'est super intéressant aussi. Et du coup, ça permet de faire un truc ça permet écolo. Écolo, je sais pas. On consomme moins de levure, oui. Mais en fait, c'est juste que les levures sont encore vivantes quand on les jette en général. Et sans resservir, elles peuvent resservir plein de fois. Oui. Et en fait, même quand on les met à la base, donc on les utilise sèches, on les met dans la bière. Quand on les récupère, elles sont liquides, un bébé de bière. Et elles se sont multipliées, donc elles sont encore plus nombreuses qu'au départ. Donc elles ont un potentiel de fermentation encore plus grand, petit à petit. Et puis ça rediminue après jusqu'à qu'elles meurent toutes en gros. Et là, il faut changer de souche. Non, on travaille avec du vivant, quoi. Ouais. Et tu parlais de la récupération des matières premières une fois que t'as brassé. C'est la drèche. Ouais. C'est ça? Ouais. Et ça, vous en faites quoi? Là, on donne à des agriculteurs qui font de la nutrition Vous animale. êtes jamais amusé à vous en servir en cuisine? Non, on en a justement à la boulangerie à Montbrison, Brasco de mémoire le nom. Je les connais pas. On vient de parler de tout ça. Après, c'est dans le forêt. Et, Ok, on n'en parle pas. C'est bon. Le mépris. On leur a donné des drèches pour faire du pain. Donc Ok. ils ont fait un test de pain en drèche, ça marche bien. Nous, on l'a jamais fait parce qu'il faut les faire sécher, etc. C'est chiant. Non, mais c'est chiant. Faut le dire. Ah, c'est encore un autre boulot derrière. Ouais. Mais on pourrait, mais en fait, le problème, c'est qu'il faudrait le faire en plus grosse quantité pour que ça ait un vrai intérêt. Là, ce serait vraiment pour dire. Ouais. Et on n'est pas trop du style à faire pour dire, quoi. Oui, soit tu le fais pour de vrai. Soit voilà, on le fait, soit on le fait pas. Enfin, je sais pas, tu nous connais un petit peu maintenant. On n'est pas les rois du marketing et on fait jamais trop de. On nous le reproche souvent et ici de nous dire mais pourquoi vous mettez pas que c'est des produits locaux, pourquoi vous mettez pas que c'est du bio, pourquoi vous mettez pas que. On dit parce que ça nous semble normal, quoi. On fait comme ça parce que ça nous semble normal. Et oui, ça devrait pas être un argument de vente, ouais. Non. Après, Ouais, vous ouais. n'êtes pas les rois du marketing, mais il faut qu'on parle de vos étiquettes quand même. Oui, mais c'est pas du marketing. Justement, enfin, on pourra en parler, mais c'est pas du marketing à la base. Ok. Beaucoup de gens les aiment, mais c'est pas du marketing. Est-ce que tu as vu les étiquettes? Je les ai pas toutes vues, j'en ai quelques-unes en tête, mais oui, en général, elles prends sont très 3 belles. secondes, va te checker sur le. Il faut que j'y aille Mais- maintenant. Bah vas-y, comme ça on commente, on fait un point sur les Et étiquettes. il va falloir que Faut que tu bouges, faut que tu te je me lèves. fais virer comme un malpropre. Mais non, putain. mais c'est pas J'étais ça. bien, moi. C'est va les voir. Elles sont splendides. Bon, bah, j'y vais. C'est des artistes différents à chaque fois? Oui. Alors, pas à chaque fois, mais c'est une amie qui est potière à Bussière et qui fait du dessin très bien, du coup, qui fait de l'aquarelle. Et c'est à la base, on avait dit parce qu'à la base, on avait fait des étiquettes toutes moches avec Word. La rajoute, c'était pas Word, mais on avait fait des trucs pas très beaux. Je Et veux voir ces étiquettes. Non. Ah, on a peut-être une bouteille qui traîne quelque part. Mais on avait fait ça et on lui a dit tu veux pas nous faire une étiquette
Et donc elle s'était pris au jeu, elle avait dit ok. Et elle nous en a fait 2-3, et en fait après à chaque fois qu'on avait une nouvelle bière, on lui disait tu peux en refaire une, et en fait on lui expliquait juste la bière qu'on faisait, et elle faisait ce qu'elle voulait. C'est pour ça que je dis que c'était pas du marketing, elle faisait ce qu'elle voulait. Une fois on lui a dit on aimerait ça, un peu, parce qu'on voyait vraiment une étiquette précise, mais le reste du temps c'était vraiment elle, et je pense pas qu'on lui ait déjà dit qu'on n'aime pas quelque chose, quoi. À chaque fois on dit ok, c'est parfait, merci. Et du coup c'est pour ça que c'est pas du marketing, parce qu'en fait on n'a jamais pensé ça, on trouve ça joli, nous, c'est tout. Ouais, il y a une cohérence à votre visuel, à l'univers visuel. Parce que c'est la même personne qui les fait, sauf les deux, on a deux, la bière blanche et la brute IPA, c'est un autre ami qui est graveur. Donc gravure sur cuivre. La brute en fait, IPA, là je vais peut-être dire une connerie, c'est celle avec la cassette? Ouais, la cassette et le squelette. Et la bière blanche, c'est une bergère. Ouais. C'est des gravures sur cuivre qu'il fait. Il nous a autorisé, en fait on lui a acheté une gravure, il nous a autorisé à la décliner en étiquette. C'est un autre artiste, c'est un autre univers, mais c'est vrai que dans l'ensemble ça marche pas mal. Et après on a fait des bières du moment avec un peintre à Florence, Benjamin Goutard, qui est un ami de Gaspard aussi, qui lui, alors là par contre c'est peintures à l'huile complètement différents, et c'était des bières éphémères. Et on a aussi Guillaume, qui est serveur ici, ouais, qui est responsable du bar, qui en a fait 2, qui a fait les bières de Noël récemment là, et qui est encore un autre univers complètement. Sur les bières du moment, on s'amuse plus avec d'autres artistes. Après, c'est vrai que maintenant, on a envie de garder un peu le stam de Lou et Raphaël. Du coup, c'est les deux principaux. Ah oui, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de brasseries en tête où c'est des créas d'artistes sur chaque étiquette, quoi. Chaque bière a sa créa. Il y en a qui vont peut-être plus penser à un côté marketing, tu vois, où tu vas avoir... Je sais pas, moi, peut-être par des formations professionnelles, j'en sais rien, mais j'ai cette vision des il y a pas de ce métier, je t'en prie. Je dis pas ça avec mépris. J'ai cette vision des microbrasseries qui se font chier souvent à faire des belles étiquettes et une nouvelle étiquette à chaque nouvelle bière. Je vois souvent ça, donc là ça me surprend pas, elles sont hyper chouettes effectivement, et il y a une vraie identité en fait qui se retrouvent. Il y en a quand même pas mal de brasseries qui font des trucs avec des artistes différents, avec des artistes en général. Il y en a quand même pas mal. J'ai l'impression que le côté microbrasserie dans le sens à échelle humaine, ça va aussi sur cet aspect-là en fait, de dire bah tiens on sait qui c'est qui fait les étiquettes, c'est souvent la même personne parce qu'on aime bien son travail et tout. J'ai l'impression de remarquer ça souvent. Oui. Souvent, mais pas que, vraiment pas que. Non, pas que, hein. Mais il y en a qui s'inspirent clairement, de l'industrie dans le sens où quelque chose de très visuel, très prononcé qui reste, qui change juste de couleur selon les bières. Il y en a qui s'en foutent complètement, vraiment, qui vont mettre limite un bout de papier écrit blonde, qui sont dans une autre démarche complète. Et il y a de tout, mais c'est vrai que souvent c'est quand même assez recherché. Ou en tout cas, c'est au moins recherché pour que ça soit parlant et visuel. Parce que et puis pour se démarquer, pour se démarquer dans une cave quand il y a 1000 bières, les gens qui connaissent pas choisissent l'étiquette souvent, et nous tous, je pense on est tous pareils, sauf si on veut quelque chose de précis, sinon le packaging fait beaucoup. Bah oui, bien sûr. On a déjà fait des dégustations à l'aveugle de nos bières sans étiquette, c'est assez surprenant, hein. À ce point-là. Ouais, on les reconnaît, hein, mais quelqu'un qui connaît moins que les brasseurs, on peut se tromper. Ok. Bah, en tout cas, c'est peut-être pas du marketing réfléchi, mais ça contribue à votre marketing, tu vois. Oui. C'est, voilà. Ça s'appelle de la personnalité. Exact. C'est pas mal non plus. Ouais, mais ça devient du marketing. Ah mince, putain. Mais est-ce que dans la vie, juste ton prénom, c'est pas du marketing au bout d'un moment? Je sais pas. Bonjour, je m'appelle Étienne. Bah oui, mais on connaît, mec. Mais après, à la limite, c'est bien de pas avoir une posture justement trop marketé. Enfin, je pense que ça contribue à l'authenticité aussi. Les gens le sentent, donc ok, c'est pas marqué que c'est bio et que c'est local, mais oui, ils demandent, ils ont la réponse aussi. Hein. Oui, et puis après, s'ils aiment ce qu'ils mangent, c'est le plus important. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils mangent bien. Après. Non, mais comme tu dis, le fait que pour vous, ça coule de source, que ce soit du local, que ce soit du bio et tout, je trouve ça hyper chouette comme démarche de dire, non, il n'y a pas besoin de le dire vu que c'est évident, quoi. Bien sûr qu'on va pas vous faire consommer de la merde. Et puis, moi, honnêtement, c'est un peu bizarre à dire peut-être, mais on n'a pas envie non plus que les gens viennent ici parce que c'est bio et local. On veut qu'ils viennent pour l'ensemble. Pas on va manger là parce que c'est ça.
Ouais. Du coup, c'est un peu ambigu, mais enfin, j'ai envie que tout le monde s'y retrouve. La personne qui s'en fout de ce qu'il mange, qui veut juste manger une barquette de frites, qui a pas du tout envie de se poser la question, ben il vient, il mange une barquette de frites, il est content. Et il se posera pas de questions. Non, mais sur la provenance ou enfin, on s'en fout. Des fois, on s'en fout. J'ai envie que tout le monde s'y retrouve. Et Ouais. nous, nos choix, c'est de pas acheter des trucs de merde et de vendre des trucs de merde. Enfin, de merde. Ce qu'on prend. Hein. Donc voilà. On a le droit de dire merde, t'inquiète. Oui, non, mais parce que Non, mais c'est oui. toujours dire des trucs de merde. Enfin, tout Non, le but, c'est pas de dénigrer les Voilà. producteurs de Pas merde, du tout. mais il y en a des très gentils. Ça, c'est du mépris, ça. C'était horrible. Je le referai plus. Non, mais et du coup, ça me permet de rebondir sur la partie resto parce que t'es brasseur, t'as monté ça, mais c'était aussi dans le but d'en faire un bar, brasserie. Donc t'as quand même toujours été plus ou moins à tenir un bar aussi. Et là, maintenant, t'es dans le resto, qui traîne aussi beaucoup, j'imagine. Non, Non. non. Alors moins, beaucoup moins. J'aide. J'aide. C'est gentil. Ouais. J'aide quand il y a besoin. Où je fais des remplacements, mais c'est Adeline, David et Karine. Adeline qui est la chef cuistot depuis, qui est arrivée par accident pour un remplacement. Elle était de passage. Elle a dit je remplace 15 jours parce que nous on était en galère à Machézal. Et en fait ça fait 5 ans qu'elle est là et qu'elle a pris du coup la tête de la cuisine en gros. Et David qui fait des pizzas, qui nous a rejoint aussi, qui avait son camion avant et qui maintenant qui faisait le tour à Bussière. Saint-Just et je sais plus où, 3e village, qui nous a rejoint, et Karine qui fait aussi maintenant la cuisine le soir surtout, et c'est eux qui gèrent la cuisine. Adeline elle gère tous les producteurs, David et Karine aussi voient avec elle, mais c'est vraiment eux qui gèrent et qui cuisinent. Moi je suis incapable de faire ce qu'Adeline fait, ce que David fait, ce que Karine fait. David je le remplace, je sais faire des pizzas, donc je le remplace avec ses recettes quand il y a besoin, mais ça va pas plus loin. Non, mais au-delà de la cuisine, même, je veux dire, en salle, dans le resto, enfin, Ah oui, par contre, la salle, le service, ouais. Beaucoup. Bah, beaucoup. Pareil, remplacement et dès qu'il y a des événements et l'été. Quand il y a beaucoup de monde. Les soirs où il y a beaucoup de monde, en fait, avec la terrasse et tout. Il faut être assez nombreux. Mais, ouais, le service, ouais. Après, moi, j'ai été serveur et tout. J'ai jamais été cuisinier. Mais, service et tout, ouais, ça fait des belles journées, une journée de brassage derrière ton Oui, c'est pas vrai, c'est assez dur des fois. Ouais. Ouais. En ce moment, j'avoue que je dors pas beaucoup, mais parce qu'on a Alexis qui a eu un accident de foot, qui s'est cassé le tendon d'Achille. Ah. Donc il peut plus brasser depuis début avril. C'est les mois un peu compliqués là. Donc il faut faire le boulot à la brasserie, plus l'été, le soir. Là. C'est un peu physique. Et ça devrait s'arrêter, il doit revenir début juillet normalement. Au bon moment. Ouais. Mais ouais, non, mais après c'est sympa aussi, c'est quand même dommage de pas travailler au bar et de pas aussi voir le résultat. On fait de la bière toute la journée, mais c'est aussi très bien de voir les gens et d'avoir un retour direct. C'est toujours mieux que, c'est le meilleur des retours, quoi. Ouais, mais t'aurais pu avoir envie de couper, quoi, enfin, de vraiment mettre. Ouais, bah, j'essaye quand même. Oui. J'y arrive normalement. En temps normal, j'y arrive. Ok. Mais, il faut, on coupe. On essaye de couper, c'est aussi pour ça qu'on a grossi à la brasserie, c'est pour avoir des rythmes plus cohérents tout le monde, quoi. C'est pas... Mais du coup, c'est pas que ton projet, tu le vois comme un truc collectif. Ouais, carrément. Je trouve que chacun a en plus, on a tous des postes différents, on a tous des trucs à apporter à chacun. Enfin, on est vraiment une équipe, voilà, on court pas après l'argent, on court pas après tout ça, on repartage tout ce qu'on gagne à nous tous, tant qu'on peut. Donc ouais, c'est vraiment un projet global, le collectif. De toute façon, c'est pas, tout ce qu'on fait, on peut pas le faire. On le fait avec des humains, quoi. On le fait pas avec des, je sais pas comment on dit, des pions. Non, mais d'accord. Tu pourrais être le décideur. Non. Le capitaine du bateau. Non. Bah après, ça arrive de prendre des décisions. C'est plus des décisions sur la brasserie pure, sur les investissements, les trucs comme ça. Mais c'est en entente avec tout le monde. Enfin, quand là on a décidé de changer le matériel, on va dire que j'ai pris les décisions d'investissement, mais c'était parce que tout le monde était d'accord. Si tout le monde m'avait dit non, j'aurais dit peut-être pas. Enfin non, mais je me serais pas.
enfin, faut qu'on soit tous ok avec les trucs. On essaye, mais même sur le service, sur la cuisine et tout, on discute de tout pour que chacun s'y retrouve aussi, parce qu'il faut que quand on travaille là, il faut y trouver du sens. Si c'est juste appliquer ce que je décide, c'est pas intéressant, je pense, pour personne. C'est une vision que je partage, mais Non, c'est chouette. Ouais. qui est pas celle de tout le monde. Dans le Bah, c'est monde. pas partout que ça fonctionne comme ça, c'est sûr. Là, vous allez donc fêter votre 7e anniversaire. Ouais. Début juillet. Le 3e ici. Le 4e j'arrive, C'est 2021 Ouais. L'inauguration. ouais, c'est le 4e été qui commence. Ok, ouais. Ok. C'est plus facile à dire comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que s'il faut faire les maths. Ouais, c'est chiant. Et du coup, c'est quoi l'après? Qu'est-ce que vous auriez envie de développer dans un avenir proche? C'est quoi les pistes de développement, comme on dit? Qu'est-ce que vous pouvez réussir à faire mieux ou à faire plus? Alors là, ou on pas a ça va être un truc peut-être qui va vous paraître con, mais c'est très important. Le truc qu'on travaille au quotidien, c'est l'attente au resto. C'est vraiment parce qu'on c'est assez instable la fréquentation, enfin instable. On va faire entre 50 et 90 couverts le soir. Ok. Donc ça va arriver entre 19h et 21h, le gros de la soirée. Mm. Donc des fois tout le monde est en même temps, on fait des pizzas au four à bois, etc. C'est forcément que quelques pizzas par quelques pizzas, il faut que ça s'entende avec tout. Et on sait que les reproches qu'on nous fait le plus souvent, les trucs négatifs ici, c'est l'attente. D'accord. C'est que des fois ça arrive les grosses soirées, il y a de l'attente et compagnie. Et c'est arrivé un ou deux services de midi aussi, comme dans tous les restos, il y a des services qui se passent pas très bien. Je pense que c'est une surprise pour personne, ça arrive. C'est pas une science exacte. Ouais, voilà, il peut y avoir un couac, il peut y avoir... Parce que quand il y a de l'humain, des fois, ça peut être... Non, mais on est tous allés au restaurant une fois. Bah et oui, on- Ou alors sinon c'est des robots, mais voilà, Ouais. c'est normal, ça peut arriver. Et on sait que ça, là, c'est vraiment c'est notre sujet en ce moment. On travaille ça pour que les gens attendent pas, quoi. Pour qu'il n'y ait jamais d'attente, que ça arrive plus. Donc ça fait un peu... C'est un peu nazi de dire ça arrivera plus. Non, mais voilà, on travaille ce sujet-là à l'organisation tous ensemble pour que ça arrive pas. C'est ça notre gros truc en ce moment. Ouais. Après, des projets plus à long terme, on va dire, il y en a pas pour l'instant parce qu'on vient de finir l'installation de la brasserie. Mm. Et là, on est un peu tous, je pense, à dire, ok, on voit comment on met ça en place parce qu'on produit plus, on vend plus, donc on est encore un peu en train de se caler. Donc je pense qu'on est vraiment là-dessus en ce moment et on fait pas de projet spécifique. Ok. On est C'est vraiment pas mal, hein, des C'est fois. déjà bien quand Oui. ça roule comme c'est Ouais, là. on a envie de caler ça et on sait qu'on va continuer à augmenter un petit peu la production et il faut que ça soit calé et là le but c'est vraiment d'organiser on va dire pour tout le monde et des conditions de travail le mieux possible. Mm. Parce que on sait que le service, la restauration c'est des métiers difficiles. Donc on essaye de pas faire de coupure, on essaye de travailler sur 3-4 jours le plus possible. Donc tout ça, on parle de la semaine de 4 jours à la brasserie, que des choses comme ça. En plus Alexis vient d'être papa, etc. On essaye de voir aussi tout ce qu'on peut faire. Et vraiment le but, ça serait d'arriver à trouver un équilibre global où chacun est content en gros de sa paye et de ses conditions de travail et de les faciliter. Et ça, c'est vraiment le projet, on va dire des 2 prochaines années. C'est bien comme projet déjà, je trouve. C'est des projets trop bien, en vrai. Ouais, C'est des projets sociaux. du C'est coup. pas rien. Ah ouais. Mais c'est super. Mais c'est important parce que quand on est la tête dans le guidon, on n'a pas le temps d'y penser. Quand on est en plein investissement, on n'a pas le temps non plus. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. Mm. Non, c'est cool. Et du coup, on parlait de collectif, mais du coup, même les lieux sont collectifs. Puisque, alors, vous avez une potière. Ouais. Et il y a de la place encore derrière, où il y a des gens. Il y a plein de places. Il y a plein de places. Là, on a. Appel à projet. Ouais, on a la potière, oui, qui est au-dessus. Qui c'est Capharnaüm céramique, la potière. Oui. Je l'ai mal dit, mais. Il y C'est a un mot compliqué. Trésor du Rucher qui font du miel en bas. Il y a David, le pizzaiolo, qui a aussi son atelier de peinture au-dessus. Et on a un local, oui, on a encore 1500 mètres carrés de disponibles. C'est un mélange de bordel, de restes de travaux, de toute l'usine. Et il faut qu'on nettoie, mais il y a plein de choses à faire, ouais. Mm. Après, il y a un problème d'accès et compagnie. C'est pas très pratique.
Donc il faut faire aussi des aménagements. Mais ça aussi, ça pourrait être un projet. C'est sûr que c'est un projet. On en parle des fois avec des gens qui ont des idées. Oui, c'est ça. Là, c'est pas à Mais vous ça- de porter le truc, c'est plus à des gens de se manifester. Mais c'est chouette, en tout cas, il y a encore plein de potentiel, Ouais. plein de belles choses à faire. Ouais. Bah, on en parle avec des gens du Rouennais. On parlait, ils nous parlaient d'un tiers-lieu, ils nous parlaient de choses comme ça qui s'intéressaient de monter. Donc on est en discussion sur des trucs. C'est vague pour l'instant. Le tiers-lieu, il est vague, mais j'aimerais bien qu'il le soit moins. Ah bah, Ouais, après, c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire, hein, mais Bah oui. après, on n'est pas non plus dans une position très centrale à Saint-Just-la-Pendue. Non, ça, pour le moins, c'est sûr, c'est pas... c'est vrai. La dernière question, pour un peu clore la discussion et finir en douceur l'épisode qui va se finir avec des questions encore un peu à la con, mais pas tout à fait. On se refait pas. C'était de voir, toi, du coup, là, t'es quand même bien installé dans le coin depuis 7 ans. Tu le vois ici, ton avenir, tu le vois dans la région, ton avenir pro et perso? Oui, pour l'instant, oui. Après, c'est hyper difficile à dire parce qu'on a toujours des idées qui changent. On le voit depuis 7 ans. Hein. On pensait pas être là spécialement où on est aujourd'hui il y a 7 ans. On savait pas. C'est toujours un peu le hasard de la vie. Donc, on avait ouvert un bar à Saint-Thé. On a arrêté. Tout centralisé ici. Donc, on sait pas du tout. J'avoue que je sais pas. En fait, je dis oui parce que pour l'instant, je me vois bien. Je suis bien ici. Je me vois bien ici. Est-ce que dans 10 ans, on sera encore là? En tout cas, est-ce qu'on sera comme ça? Je sais pas. Franchement, c'est ouvert. On est ouvert à tout dans le sens où peut-être que dans 5 ans, on n'aura plus envie de travailler comme on travaille aujourd'hui. Est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce que ça sera repris? Est-ce que ça sera repris par une coopérative? Tout est ouvert, quoi. On sait pas. Dans la Et part on des est- autres, il y a une part de hasard. Il y a une part de hasard et il y a Pas mal. mais aussi, pour moi, ce qui est très important, c'est vraiment la part des autres. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un arrive avec une idée et un truc à faire, c'est possible, quoi. C'est ça aussi, c'est aussi ça la part des autres, dans le sens les autres, c'est le plus important, c'est le moteur du truc. Donc, peut-être que dans 2 ans, j'aurai plus rien à voir avec le resto, ça sera quelqu'un d'autre qui fera autrement, avec une autre équipe, ou j'en sais rien, en fait. C'est ouvert à toutes les possibilités. C'est ça que ça veut dire le nom, la part des autres. C'est chacun est moteur, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Ben, ça veut dire ça. Officiellement, c'est pas on va dire le storytelling qu'on dit. Raconte-nous les secrets. Non, mais c'est pas enfin, la part des autres à la base vient pas que de ça. Mais oui, c'est aussi que les autres c'est un ensemble. Après, quand on a ouvert à 2 avec Gaspard et ma sœur, qui étaient associés, qui travaillaient pas vraiment dedans, mais qui étaient là, on pensait pas du tout à être 10 aujourd'hui, quoi. Donc, c'était pas le moteur du nom, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, ça prend tout son sens parce que c'est ça, vraiment. Enfin, là, dans tout ce qu'on a dit, je peux même pas citer tous nos partenaires, tous les producteurs, j'ai même pas dit tout le monde avec qui on travaille parce que on est nombreux et c'est une synergie qui est quand même complète. Donc, il y en a plein dont on parlera pas et c'est malheureux. Mais, la part des autres. Parler de Gaspard, quand même. Bah, il y a depuis le début. Je trouve il tire Et la depuis- couverture à lui, quand même. Et il y a depuis le début, lui, on veut pas l'oublier. Alors, on peut pas oublier Gaspard. Je veux dire, pour qui aura Parce déjà que tout- rencontré Gaspard, on peut pas l'oublier. Non, la part des autres, à la base, le nom, c'est vraiment un clin d'œil au whisky, la part des anges. C'est tout ce qui s'évapore pendant qu'on produit l'alcool, enfin, le whisky, en gros. Et quand on produit de la bière, il y a aussi une évaporation qui est quand même au moins une vraie évaporation au terme physique de 6-8%, plus après, il y a toute une partie qu'on perd. Et la part des autres, c'est ce qui reste dans le verre et qu'on partage, quoi. Ok. Il y a la part des anges et la part des autres. Ça, c'est C'est beau. C'est le storytelling. Ça, J'aime c'est bien. Alors ça, c'est la vraie histoire. Alors, c'est même pas du storytelling puisque c'est Oui. la vraie histoire. Tu vois, il fait genre, mais ils sont forts en marketing, en fait. Ça, c'est la vraie C'est vrai. histoire. Et après, voilà, tout ce qui est au quotidien fait qu'on fait des projets ensemble. Parce que, par exemple, Alexis, qui était brasseur ici à la base, enfin, brasseur qui était même pas brasseur au début, qui est venu, qui a fait une candidature spontanée, on appelle ça comme ça. Ok. Et Oui. qui a goûté notre bière brune et qui a dit, ah, j'adore, je veux travailler ici.
je résume, mais il voulait travailler dans la bière. Et en fait, on lui a dit, on n'a pas de poste de brasseur, on est tout petit. Par contre, c'est vrai qu'on galère un peu. Est-ce que tu veux faire moitié-moitié pizzaiolo brasseur? Pas mal. Et il nous a regardé avec des gros yeux et il a dit, ok. Étonnamment. Donc pendant 6 mois ou 1 an, il a fait ça et on lui a dit, ça durera maximum 1 an et dans 1 an, on aura assez de travail à la brasserie pour que tu fasses que brasseur. Ok. Et ça a fait. Et maintenant, aujourd'hui, il est responsable de la brasserie. Et c'est avec lui que j'ai acheté le bâtiment ici. D'accord. Donc c'est pareil, c'est un projet que j'aurais jamais fait tout seul. Et au moment de visiter ça, s'il n'y avait pas eu Alexis, j'aurais dit non merci, j'achète pas ça. Et c'est parce qu'on était 2 et qu'on a pu le faire ensemble que voilà, on a fait les travaux ensemble et tout ça. Donc tout ça, voilà, c'est les autres, on fait tous ensemble. Et les autres, c'est moi inclus. Hein. Je suis un autre. Ah oui, bien sûr. On est tous l'autre de quelqu'un. Voilà. Non, mais voilà, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Les projets se font aussi en fonction des gens qu'on rencontre et des choses qui se passent. Ouais. Donc après, moi, je sais que j'aime bien les projets, j'aime bien faire des choses, donc je sais pas où sera mon avenir, mais En tout cas, ton avenir il sera déjà ici le 6 juillet pour la fête des 7 ans de la brasserie, tout à fait. où il y aura des concerts, et ça me permet de rebondir sur un dernier truc. C'est que y a une fucking salle de concert attenante au bar, et que, mais même depuis le début, la part des autres organise des concerts. Oui. Même à Machézal, quoi. Machézal City. Waouh. Ah, Machézal, on en a fait des biens en plus, hein, dans ce petit, tout petit bar ou dans la rue ou dans. Et oui, on fait des concerts, ouais. Alors à Machézal, on en faisait un petit peu moins. Maintenant, on s'y tient. On en fait un par mois. Et alors, on fait un événement par mois. Pas forcément un concert. Ça peut aller, on a fait du théâtre, on a fait des brunch jazz, on a fait des scènes ouvertes, on a fait voilà. Là, on va faire aussi un one woman show bientôt. Ok. Voilà, on fait des choses comme ça. Et c'est au moins un événement par mois. L'été un peu plus et on essaye de faire jouer absolument tous les styles de musique. Il y a des choses qui déplaisent parfois parce qu'on fait des choses un peu particulières. Mais on a un programmateur qui s'en occupe et qui choisit des super groupes et qui est trop à fond parce qu'il vient faire le son pour qui est un ami aussi et du coup c'est super chouette. C'est trop cool. Ben voilà, c'est un vrai lieu de brassage, tu vois. Tu as fait une farce. Il y avait une astuce. Ah. C'est vrai qu'à la base c'était bar, ça allait avec bar, concert, bière. On était beaucoup moins restaurant à Machézal qu'aujourd'hui. Ouais. Là on est plus restaurant qu'avant, mais avant on était plus bar, brasserie, concert. Maintenant on est les 3. Oui, il n'y a pas besoin d'être à Rouen où on peut faire ça à Saint-Just-la-Pendue. Oui. Et c'est ça qui est important de le dire, c'est Tout à qu'on fait. n'est pas obligé d'être au centre d'un Tout à fait. territoire pour faire des trucs cool. Mais parce que pour qu'il y ait un centre, il faut qu'il y ait aussi un autour. C'est vrai. Oh, voilà. C'est beau. Et s'il se passe des trucs dans le autour, c'est d'autant mieux. Ouais, c'est bien aussi. Il en Mais faut ils pour tout s'en le monde. passent quand même de plus en plus et ça c'est super. Bah ouais. C'est vraiment bien. Mais nous quand on est arrivé, on nous a dit vous êtes fous d'acheter ça et de faire ça ici, ça marchera jamais. C'est ridicule. Haha, ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Non, mais les on cons. a 3 banques qui nous ont dit non pour acheter le bâtiment. Enfin, c'était compliqué, quoi. Personne n'y croyait. Non. Personne n'y croyait, et du coup, c'est super cool de voir que ça marche, quoi. Et que les gens viennent, et que les gens se déplacent, et que on a même des gens de Rouen qui viennent. Ouais, donc voilà. Comme quoi les banques, voilà. Ouais. Non, Mais oui, Mais, heureusement qu'il y a des gens de Rouen qui viennent. On essaye des fois, ça fait longtemps. ouais, non, mais après, c'est sûr que on est tous pareils, hein, c'est compliqué de venir ici, mais ça marche, ça attire du monde, et c'est trop bien. Mais c'est comme toi d'aller à Rouen, c'est peut-être pas tous les jours, tu vois. Non, mais peut-être plus souvent que toi ici. Ouais, j'avoue. J'avoue. Mais non, mais ouais, c'est déjà vraiment bien qu'il y ait du monde et que ça plaise. Et on vous retrouve aussi au quartier d'été Au Château de la Roche, ouais. Ouais, on fait la buvette et tous les concerts de bière et vin et soft. Pareil, de producteurs locaux. Il y a des vins des palais, du coup. Ouais. Alors, l'année dernière, on n'avait pas. Mais cette année, je pense, ouais. Voilà. Après, on a des demandes, on a un cahier des charges un petit peu, hein, mais et on a fait aussi du soft. On a changé de soft parce qu'avant on avait le Sornin et là on passe avec du coup l'Étincelle, la brasserie avec qui on fait des collabs, qui a lancé une gamme de soft bio et on leur a pris cette année, on leur a pris des limonades et cola pour vendre à la pression là-bas.
Et ben, fin juillet, on goûte ça. Au Tout concert juillet, de tout voyous. juillet. Ouais, mais moi je vais au tu vas concert de que- voyous. Ouais, d'accord. Donc c'était égoïste. Eh bien, on va pouvoir amorcer la descente de ce podcast. À chaque fois, t'en parles comme si on était dans un avion. Oui, bah écoutez. T'as cru que t'étais un commandant de bord, Étienne. Ladies and gentlemen. Non, je vais pas le faire, je le tiens pas assez bien. Mais donc on va finir par deux petites sections, un portrait rouennais, puis ensuite on va te demander des petites recos, des conseils, de lieux, d'endroits chouettes du coin. Là, il y a pas de piège, il y a pas de blague, c'est vraiment. Et toujours pas de jugement. On- Non. je me réserve. Putain. Mais le portrait Pourquoi rouennais, tu le là, fais il y a un peu des blagues. L'idée, c'est de faire comme un portrait chinois, mais du coin. Quoi. C'est quoi un portrait chinois? Tu sais, c'est si tu étais un légume, si tu étais un animal. Ok. On va pas te demander si mais t'étais là, un c'est des légume. trucs vachement plus intéressants qu'un légume ou un animal. Ok, C'est, ok. là, par exemple, on va te demander si tu étais un village du Rouennais. Lait. Ah, lait. C'est où lait? Lait, c'est Moi, je sais, mais c'est pour entre Renault et Saint-Symphorien. De lait. De lait. de lait. Pourquoi lait? Parce que c'est beau. Oh, Ok. ça me Non, suffit. mais parce Une blague que- me suffit. Non, je sais pas, c'est un village qui est charmant, je trouve. Qui est charmant, il a l'air d'avoir une petite vie de village, c'est sympa. C'est vrai, ouais. Puis il y a comment elle s'appelle l'asso qui a son bar associé. Le leitmotiv. Et ils se bougent, ils font plein de trucs. Ouais, il se passe plein de choses et je sais pas, il a l'air d'avoir une ambiance particulière par rapport à certains villages où il se passe pas grand chose, j'ai l'impression. Là-bas. C'est une impression, peut-être, je connais pas beaucoup. Hein. Non, mais lait, c'est sympa. Si, on a le droit de le dire. On peut le dire d'autres villages, hein. D'autres, non. Mais on dira pas les noms. Mais en tout cas, lait, oui. Mais lait, c'est validé complètement. Non, de toute façon, on ne juge pas, on a dit. Non. Si tu étais une rue de Roanne, Maréchal Foch. ok, C'est une rue. c'est carrément Oui, une rue. oui, ouais. Ok. Je connais pas du tout les noms de rues de Rouen. C'est une des deux rues piétonnes. Voilà, c'est pour ça C'est là que j'ai tu vas- déjà entendu parler. Non, Ah ouais, non. même pas. Tu vas où quand tu vas à Roanne? Je vais pas. Enfin, je vais livrer des gens, c'est tout. Ah ouais. Ouais. Ou ouais. Tu traînes jamais à Roanne. Ben pas trop. Ouais, ça fait pas partie de Pas ton trop. quotidien. Non. C'est quoi Non. la plus grosse ville où tu vas traîner? Saint-Étienne. Ouais, ok. Mais c'est logique, tu retournes au Bah racines. parce que je connais, parce que j'ai des amis là-bas et que ouais voilà. Mais non, Rouen, pas trop. Je vais manger à Rouen, un petit peu. Bah, on va en Ah bah parler, voilà, ça. bah oui. Mais je connais pas le nom des rues, je connais pas très bien. Bah, sinon, tu peux essayer de nous les décrire ou de nous les mimer. Nous les mimer. Oui, ça, je connais bien. Si tu étais une place de l'agglo. Alors, l'agglo, tu peux dire une place de la Coplère, du coup, vu qu'on n'est pas Ah dans oui, la oui, même là, on communauté de parle vraiment- communes. Voilà, au sens Une global. place, vraiment place, la une place. place. Une place. Une place de village, quoi. Une place de ville, une place. Un endroit comme ça, de brassage. Bah, la place de Machédal. C'est trop facile, mais c'est celle que je connais le mieux et que j'ai Ah. vu le plus vivant. Moi, je connais pas. Il y a quoi sur la place de Machézal alors? Ok Carole en concert une fois. Ah, pas mal. Il y avait des pots de fleurs aussi, des voitures. Ouais. Ok. Il y avait une ancienne cascade, mais qui est plus là du tout. Mais c'est l'endroit que j'ai vu le plus animé, où j'ai des meilleurs souvenirs. Après, une place. Mais ça suffit, en fait. C'est tout à fait suffisant. Ouais. Si tu étais un bar du coin. Attends, il faut que je trouve un truc. Merde, comment ça s'appelait? Bouémédé ou pas? C'était peux- sur tu veux nous décrire? la place du marché, tu sais, elle faisait que des produits de la Loire. Ah oui, le 16 000... Le 1020. 1020. C'est pas Si. si, c'est le 1020. Mais si, 2020. mais si, parce que c'est en fonction de. C'est la taille de la Loire. Ouais. Le 1020. Ah oui, le bar Place du Marché où elle faisait que des produits issus de De la Loire. Oui, Ouais. c'est du- du fleuve Loire. Il y avait des bonnes bières Ouais. là-bas. Florian, c'est ça. Florian, c'est ça. Qui faisait des super concepts. Tout était trop bien. C'était la seule de Rouen à servir vos bières Au début. au début. Ouais, tout à fait. C'est pour C'était ça la qu'il y avait en première. particulier d'ailleurs. C'était la première et je trouvais que son concept était super et qu'elle avait un choix, enfin des propositions qui étaient trop bien. Mm. Et c'est dommage que c'est pas continué. Oui. Mm. Ça, c'était, Non. oui, ça, j'ai été très triste quand. Parce que à ce moment-là, du coup, j'allais à Rouen, un peu, j'allais là. Si tu étais un parc, Je connais aucun parc. Je suis désolé. tu vas jamais dehors? Non. Après, Ah, c'est ok mais- si t'aimes Ou pas un les petit, dehors. Ouais. ou un petit bois. La pendue. Le bois Est-ce de que la tu leur pendue. as tendu une perche? Non, mais non, je vais pas dans les parcs du tout. Ok. Jamais.
Bah, parce qu'on habite à la campagne, donc on va pas dans les parcs. C'est les gens de la ville, ça. C'est vrai. C'est pas forcément idiot ce que tu dis. En fait, ton dehors, c'est un parc. Voilà, c'est chez toi, voilà. Ouais, alors c'est vrai que moi, Quand je vais en ville, j'ai une rue, quoi. quand je vais en ville, c'est pour aller en ville, c'est pas pour aller dans un parc. Ouais, c'est plutôt logique. Tout se tient, en fait. Ouais. Faut peut-être qu'on adapte le truc en fonction, hein. Ah, tu crois? Ouais, il faudra qu'on voit. Et puis, bah, du coup, le dernier, là, pas obligé de répondre, d'autant plus que c'est plutôt anecdotique, mais si tu étais un parking, est-ce qu'il y a un parking qui t'a marqué? Et ça va jusqu'à où, le Rouennais? On l'a dit tout à l'heure. On a dit. Pardon. Non, mais Balbini, jusqu'à Noiretable, tu remontes ensuite, Saint-Priest-la-Pointe. Si j'étais un parking. Le parking de Carrefour. De Castorama. Quand il y a vraiment, quand il y a les soldes et qu'il y a plein de monde, c'est trop chiant. Pas mal. J'aime bien. Non, mais ça aurait pu J'ai être. pas vu venir, c'est bien. Ça aurait pu être le parking de. J'ai pas d'idée. Merci Étienne. Oh, ben ouais. Et puis voilà, on va terminer avec tes recos, des endroits et des choses cool à nous recommander. Si tu avais à nous recommander un lieu culturel dans le Rouennais, au sens large. Eh ben, la maison Humé, à Saint-Gilles-la-Pendu. Oui. Qui fait des spectacles, de l'aïkido, qui fait plein de choses super chouettes. Et dans tous les domaines, enfin, plusieurs domaines en tout cas, danse, musique, théâtre, sport, qui est super bien. Et à la Grange Alien à côté, qui est chouette. D'autres? On avait dit un, mais si t'en as plusieurs, y a pas de souci. Non, Non, c'est déjà bien. Moi, je connaissais pas. C'est cool. Carrément. Un spot de balade, pique-nique, / point de vue pour un feu d'artifice préféré dans le coin. Un endroit d'extérieur, enfin, un lieu de plein air vraiment cool. Moi, je suis un peu nul. Des fois, je vais au lac des Sapins. C'est pas si C'est pas nul. Ouais, c'est pas non plus l'endroit hyper original, quoi. Mais le lac des Sapins, je trouve ça sympa. Sinon, il y a au-dessus de Saïsou-Couzan, vers Chalmazel, là, il y a des endroits sympas. Ah, mais là, on arrive dans le forêt. Ouais, c'est parti. Non, Étienne, non, c'est pas pour le forêt. C'est non. Non, voilà. Lac des Sapins, mais du coup, Mais on retiendra le lac des Sapins. c'est pas. Mais Ben j'avoue, non. vers Chalmazel, ça reste joli. Ça. Parce que là, t'es vers le port, où c'est plus la plaine, tu vois. T'es pas dans la plaine Ouais. du forêt. Non, mais Ah, au château ça de la t'écorche la Roche, gueule de la alors. mettre quand même. Non, mais le problème du forêt, c'est la plaine. Ouais, la plaine, c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, c'est dégueulasse. Voilà, Ah, tu vois. moi, j'y vais pas, je sais pourquoi. Hein. Qu'est-ce que tu nous recommanderais comme resto? Comme resto, alors là, j'en ai plein. Mais on va faire très proche d'ici pour pas. Le Pré Gourmet à Saint-Marcel-de-Féline qui a ouvert il y a pas longtemps. C'est. On mange quoi là-bas comme cuisine? C'est de la fusion française-japonaise. Ok. Oh, mais ça me chauffe. On y va. Ouais. Bah, j'arrête. Attends, quelle heure il est? Semi-gastro. Ouais. Enfin, ouais, si, oui, semi-gastro. Mais assez abordable quand même. C'est très bon. Ils ont c'est un bar, enfin, le barman est fan de vin. Excellent choix de vin, et le cuistot, ils sont deux associés. Cuistot fait cette cuisine fusion. Et c'est super bien. D'accord. C'est original, ça change, c'est nouveau. Enfin, parce que des restos, il y en a plein. Enfin, Oui, il y en a plein. je trouve mais ça bon. cool de parler de lui Ouais. parce qu'il est nouveau. Bah, aussi. c'est ce qu'on préfère. Il est nouveau, il est récent, et c'est un bon projet. Ok. Voilà. Ouais, c'est cool. Au Pré-Gourmet. Parce qu'à Rouen, vous allez avoir plein d'adresses. Non, mais même, on découvre. Hein, moi, je suis passé. Je sais plus où. Et j'ai vu C'est un- très précis, ça, Non, Étienne. Et ça Doucement m'énerve, sur les détails. ça m'énerve. C'est une rue, ouais, mais tu l'as décrit vachement bien. Non, mais je suis passé devant un bistrot à Rouen, et j'avais juste même pas entendu parler de ce truc. En face du théâtre. Tu sais, la rue Molière, là. Oui, bah, Bah, à côté. à côté de l'inverse, du coup. Bah, il y a un truc qui s'est monté, et qui est tout nouveau, et. Le 202 Ouais. Ouais, ah bah c'était ma deuxième idée. C'est Ok. 202, mais après, c'est parce que c'est une cliente. Du coup, c'est pour ça que je la connais et que j'ai mangé à l'inauguration. Et c'est des horaires d'ouverture plus restreints. Ouais. C'est que le week-end et les midis. Et
apparemment c'est super bon. J'y suis allé qu'une fois, c'était très bien. Mais ça a l'air vraiment bien ce qu'elle fait. Bah voilà. Ok. C'est une bonne, je pense que c'est une bonne adresse. Et ben on note alors. Ça avait l'air attrayant Ouais, de l'extérieur. Non, c'est Donc, comme ça, super on a une chouette. adresse à Rouen et une adresse à Saint-Marcel de Félix. Et ben voilà, il y en a pour tout le monde. Ouais, bah il y a un des deux endroits où il y a un château un peu plus joli, mais Ouais, bah c'est vrai. et c'est pas le château de Rouen. Selon toi, ça dure combien de minutes un quart d'heure rouennais? Sachant qu'on parle du retard, pas du podcast. Ouais. C'est quand même beaucoup plus proche de 30 minutes que de 15. Ah ouais. Hmm. Putain, mais 30 minutes, moi je t'éclate. Hein. Enfin, ça dépend quand on voit les gens qui réservent au restaurant qui viennent une demi-heure après. Moi, ça Les se gens fait qui pas, commandent ça. et nous on les sert une demi-heure après. Je plaisante, pardon. Et non, mais c'est C'est bien l'autodérision en vrai. Hein, c'est cool. bah oui, c'est rigolo. Mais non, ça dure un quart d'heure. Allez, à peu parfait. Bon, c'est à peu près. Bon, et sinon, pour un prochain épisode du quart d'heure rouennais, mais cette fois le podcast, t'aurais envie qu'on invite qui? Dans tous les domaines, vous faites n'importe quel domaine. Non. Les domaines cool. Les deux, on fait pas de personnalité politique. Ouais, enfin, ça c'est pas un domaine. Non, mais je le dis. Non, mais ouais, ça on l'a dit, on veut pas de politique et pas d'animaux. C'est la même chose. Mais sinon, c'est tout. Non, on s'interdit rien. Non, termes nous on de est des domaine. curieux, nous. Des gens qui font Qui bouger agissent pour le territoire au sens large, quoi. Ça peut être de l'associatif comme de Ouais. la vie professionnelle, quoi. Bah là, je sais pas si c'est bien pertinent, mais j'ai en tête un peu le prêt de Paul qui est l'impression la boucherie et éleveur boucher. C'est très précis comme truc, mais en même temps, c'est quand même je trouve qu'il fait bouger les choses un peu. Éleveur et boucher, c'est pas Ouais. commun, quoi. Ouais, il faut un peu bouger les choses et ça a l'air. Il y a ça. Après, bah encore une fois, la maison humée, je trouve que c'est un projet chouette, donc ça vaut le coup d'en parler. Mhm. Putain, après, qu'est-ce qu'il y a dans le Rouennais? Bah Brune. Allez voir Brune. Ouais. Parce que quand vous avez dit quel bar je recommande, je pensais à Brune. Mais c'est aussi un client, donc c'était un peu. Mais c'est pas grave. Voilà. Après, je pense qu'ils ont aussi, beaucoup de réseaux sur Rouen et que du coup, on parlera d'eux assez. Enfin, on parlera d'eux. Ils ont déjà été cités dans le podcast. Hein. Oui. Mais c'est pas bien, grave. C'est bien, c'est un C'est pas lieu grave. de la bière à Rouen. Bah il y en a- oui. il y a un manque quand même. Bah, on ira les voir. Non, franchement, le projet est joli. Et Ouais, grave. Le lieu est joli. Le Mm. projet est très chouette. Non, puis c'est vrai qu'il n'y avait pas de lieu de bière à Rouen, quoi. Non, pas du tout. Non. Ouais, non, bah, je dirais ces deux trucs, principalement. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me revenir et je vais dire merde. Ah oui, mais ça, après, c'est le jeu aussi, c'est que ce soit spontané comme réponse. On va interroger des tas de gens. Je crois que c'est la fin. Oh. Oh, le quart d'heure rouennais, ça dure un quart d'heure à peu près, et c'est déjà fini. Mais on a passé un très chouette moment. Thomas, merci beaucoup Bah, merci à vous. d'avoir répondu à notre invitation aussi rapidement. En plus, merci de nous avoir accueillis. C'était très chouette. Et moi, je dis à bientôt dans le haut tour, parce qu'il faut pas oublier le haut tour. Non, je suis très content, moi, qu'on soit venu à Saint-Just. Ouais, Parce qu'on était très rouenno-centrés ces derniers épisodes. c'est vrai. Et là, au moins, on bouge. C'est un peu comme aller dans un parc, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. On a fait notre petite sortie de la semaine. On vient voir les. C'est déjà que nous on est provinciaux, mais là on va voir les gueux. Oh putain. Ah j'ose. Oh là là. J'ose parce que c'était horrible de toute façon comme Tu es impro. Elle partait outrecuidant. forcément Ah mal. ouais, non mais voilà. Donc on pouvait pas la garder. Non évidemment, mais le but c'est de montrer qu'il se passe des choses à Rouen, mais aussi autour de Rouen. Et, Ouais, il y a des belles initiatives partout. et il y a trop de gens, alors que Rouen c'est tout petit quoi. Et il y a trop de gens qui dans Rouen trouvent que aller à Saint-Just-la-Pendue ou même Villeray c'est trop loin. Et que merde en fait, pas du tout. Des fois. Ouais, mais tu sais, au prix de l'essence quand même. Moi, j'avoue. Ouais. Dans le prochain épisode, on sera ailleurs avec quelqu'un d'autre et sûrement un peu de retard. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper CarDR Podcast sur Facebook, Instagram. C'est un peu fastidieux, mais vous allez y arriver. Retrouvez les autres épisodes, les anciens, les comme les futurs, sur. Et là, ça change parce qu'on est dispo sur plein de plateformes. Attention. Spotify, bien sûr. YouTube, on l'a déjà dit. Mais aussi Apple Podcast, Deezer, Castbox ou encore Podcast Addict. Bref, quasiment partout. Maintenant, quand vous tapez quart d'heure rouennais dans Google, on remonte, ce qui n'était pas le cas il y a encore un mois. Donc voilà, si cet épisode vous a plu, commentez à fond, notez à blinde, répondez au petit sondage sur la page Spotify, parlez-en autour de vous et surtout consommez local. À bientôt dans le Rouennais.
Au Salut. revoir Thomas, merci. Au revoir, merci à vous. Le journalisme total, c'est totalement con. Allez, Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.